Dès qu'on atteint 200, on commence le direct. Nous sommes à 195. Donc, Mustapha, toi qui viens de te connecter depuis le Gabon, là, partage rapidement le direct. Et puis, on commence à 200. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est une causerie intellectuelle. Ce n'est pas, on ne va pas parler de faits divers. On ne va pas parler des choses qui nous dépriment au quotidien. On va essayer d'utiliser le cerveau de manière utile. Voilà. Monsieur Patrick, comment tu vas? Toujours connecté. Stéphane depuis Ebolova, vraiment, Ebolova, c'est une ville qui a marqué ma vie parce que voilà, j'y ai passé plusieurs années, notamment à l'internat du lycée classique et moderne d'Ebolova, de la 3e jusqu'en terminale. Donc, j'en garde beaucoup de souvenirs. Je fais un coucou ici à tous les Boulous parce que Ebolova, c'est une ville formidable. Je recommande à tous ceux qui vivent au Cameroun de passer au moins un moment dans cette toute petite ville, très jolie, très propre. Vraiment, Ebolova, la belle comme Sang Milima, la belle aussi. Voilà. Donc, nous sommes 200. Aujourd'hui, on va causer. On va causer. Et lorsqu'on parle de causerie, ça veut dire qu'il y a une interaction entre les différentes personnes qui causent. Donc, ce qu'on va faire sera très simple. C'est que moi, je n'ai rien à dire. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais interagir avec vous. Donc, le principe, il est tout simple. Si vous avez une question à me poser, c'est le moment de la poser en commentaire. Bien évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Ça, c'est déjà clair. Mais je vais essayer de répondre au maximum. On en a pour 1h30 maximum. Donc, si vous avez une question me concernant la Startup Academy, concernant nos activités, vous concernant une problématique que vous avez, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse en fonction de mes connaissances, en fonction de mon expérience. Et si ce que je dis n'est pas complet, les autres qui sont en train de suivre le direct pourront compléter avec leurs commentaires ou alors avec leurs interventions aussi. Donc, si quelqu'un a une question à poser, c'est le moment de la poser. Donc, je vous écoute. Je suis ouvert. Des questions intellectuelles, s'il vous plaît. Intellectuelles, pas de faits divers. Alors, comment monétiser la danse en Afrique? Ça, c'est Harry qui pose la question. Alors, monétiser la danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore la danse. Bien que je ne sois pas un fin danseur, parce que quand j'étais tout petit, je dansais beaucoup. Mais actuellement, la danse n'a pas voulu se marier avec moi. Donc, du coup, je n'ai pas continué avec la danse jusqu'à présent. Mais la danse, comme toute autre discipline artistique, est un art. Et lorsqu'on parle d'art, j'aime toujours dire que l'art s'associe à l'apprentissage. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'art, on parle de l'apprentissage. Lorsqu'on parle de l'art, on parle d'une technique. Lorsqu'on parle de l'art, on parle d'une stratégie, d'une méthodologie. Mais le problème qu'on a en général en Afrique, lorsqu'on veut se lancer dans un secteur d'activité ou alors lorsqu'on veut monétiser ses compétences et son talent, et même au-delà de l'Afrique, c'est le fait qu'on se concentre parfois trop sur son talent. On se concentre parfois trop sur le côté purement technique. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à monétiser. Ça veut dire qu'on voit la danse comme si on doit forcément être le meilleur danseur de l'Afrique, du monde pour monétiser. Non. En fait, il faut voir toute activité avec deux angles de vue. Un angle de vue purement technique et un angle de vue purement business, surtout si on veut monétiser. Et l'angle de vue purement business doit prendre en considération ce que j'aime appeler la valeur perçue. Ça veut dire, lorsqu'on veut monétiser une compétence comme la danse, c'est valable pour toutes les autres compétences, il faut d'abord travailler sur le côté purement technique. Ça veut dire, est-ce que vous savez danser? Si vous ne savez pas danser, vous apprenez à danser. Si vous trouvez qu'apprendre à danser est compliqué, vous pouvez monétiser la danse avec d'autres personnes qui dansent. Vous n'êtes pas obligé de danser vous-même. Vous pouvez avoir une équipe de personnes qui dansent pour un projet que vous créez. Ça, c'est le côté purement technique. C'est-à-dire, je ne veux pas entrer dans les détails. Les styles de danse, le ndombolo, la rumba, les danses de salon, les danses africaines, etc. Ça, c'est le côté purement technique. Il faut le développer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où il n'est plus possible de faire de la publicité d'un produit de mauvaise qualité. Aujourd'hui, c'est terminé avec Internet. Parce que si aujourd'hui,
vous vantez un produit qui est de mauvaise qualité, les gens vont l'utiliser au début, mais après, ils vont prendre votre produit, ils vont le filmer, ils vont communiquer dessus pour dire qu'il est de mauvaise qualité et le produit ne pourra pas se développer. Donc, ça veut dire que le côté technique doit au moins être développé. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège du perfectionnisme absolu. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il faut développer le côté technique qu'il faut donc vouloir devenir le meilleur avant de se lancer. Non. Vous n'avez pas besoin de devenir le meilleur. Vous avez besoin d'avoir un étalon de qualité qui permet à ce que les gens qui bénéficient de vos prestations trouvent que vous avez quelque chose de qualité, vous avez un contenu de qualité. C'est tout. Et si vous n'avez pas ce contenu de qualité, nous sommes à une ère où vous pouvez avoir accès aux personnes qui ont le contenu de qualité ou alors qui pourront vous vendre leur contenu de qualité pour que vous puissiez offrir une prestation de qualité. Donc ça, c'est un détail qui est extrêmement important. Donc vous devez d'abord travailler sur le côté purement technique, mais pas forcément vouloir devenir le meilleur. Parce que vouloir devenir le meilleur, parfois vous fait perdre du temps. Et quand vous perdez trop de temps, vous gâchez aussi votre capacité à pouvoir monétiser votre compétence. Deuxième chose, c'est maintenant le côté business. Et qui dit côté business, fait forcément intervenir la valeur perçue. Alors dans la valeur perçue, c'est première chose la visibilité. Vous devez travailler sur votre visibilité. Vous devez vous faire connaître. Vous ne pouvez pas vouloir monétiser votre compétence si on ne vous connaît pas. Donc, si vous savez danser ou alors si vous voulez monétiser la danse, première chose, essayez de vous faire connaître en tant que danseur professionnel. Et pour ça, pour vous faire connaître, aujourd'hui, on a Internet. Ça va dépendre de vous, de vos compétences, du style de plateforme que vous souhaitez utiliser ou de créer même votre propre plateforme. Mais il faut travailler sur votre visibilité. Ça veut dire qu'il faut communiquer sur votre danse. Vous devez avoir des contenus où on vous voit danser. Vous devez parler de la danse régulièrement. Vous devez vous retrouver dans des événements où on parle de la danse. Vous devez communiquer régulièrement sur la danse. En fait, il faudra que vous puissiez installer par votre saturation le fait que lorsqu'on parle de la danse, vous faites partie d'une référence. Ça, c'est très important. Et c'est même une technique qu'on utilise pour manipuler aussi. Ça veut dire, pour manipuler, on peut prendre un groupe de personnes et puis on prend un ensemble de phrases, un ensemble de concepts et on sature ce groupe de personnes avec ces phrases et avec ce concept-là. Ce que ça entraîne, c'est que les gens commencent à réfléchir en fonction de ces phrases. Les gens commencent à réfléchir en fonction de ces mots. Les gens commencent à réfléchir en fonction du contexte qu'on a martelé à la population. C'est la même chose qu'il faut faire. Il faudrait que dans votre environnement, quand les gens parlent de danse, on dise que non, il y a Harry là, elle danse très bien. Il y a Harry là qui parle de la danse tout le temps. Il y a Harry là qui est régulièrement avec les danseurs. Ça veut dire que même si la personne n'a pas forcément besoin de danseurs, la personne a déjà installé dans sa tête que si un jour j'ai besoin de danseurs, si un jour j'ai un événement où des gens devraient danser, si un jour je fais un clip dans lequel il faudrait que des gens dansent, il y a Harry qui parle de la danse tout le temps. Soit elle pourra être notre interlocuteur idéal, soit elle pourra danser elle-même, soit elle pourra me recommander des personnes qui pourront danser de manière optimale. Donc, il faut travailler sur votre visibilité. Alors, travailler sur votre visibilité nécessite aussi de la discipline. Parce qu'il ne suffit pas de venir lundi communiquer sur la danse et revenir encore communiquer la semaine prochaine, venir encore communiquer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut une certaine discipline. Et pour moi, la discipline, c'est quelque chose qui doit être quotidien. Ça veut dire, c'est une chose qui doit être quotidienne. Il faut que ce soit chaque jour. En fait, il faut martyriser les gens. Il faut devenir le martyr des gens en ce qui concerne votre compétence. Ça veut dire que les gens voient tellement comment vous êtes en train de parler de votre compétence qu'à un moment donné, vous les saturez. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ceux que ça n'intéresse pas vont se séparer de vous, ce qui n'est pas un problème. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça va installer le référentiel de cette compétence dans leur cerveau avec un seul nom qui sera vous, avec une seule marque qui sera votre marque. Parce que oui, il faut aussi créer une marque. Vous ne pouvez pas juste être un danseur et dire que je danse juste. Vous devez avoir une marque qui caractérise votre compétence qui est la danse. Donc voilà les deux éléments qui vont permettre à ce que, un, vous puissiez développer la compétence technique et deux, vous puissiez développer le côté business avec petit 1, la visibilité. 2, la discipline, parce que c'est cette discipline-là qui va permettre à ce que la saturation se fasse de manière optimale. 3, ça va progressivement développer votre notoriété. Et dès que vous allez réussir à développer ces 3 aspects, en ce qui concerne le côté business, tout naturellement, vous allez vous rendre compte que vous commencez à monétiser beaucoup plus facilement. Je n'ai pas envie de dire que pour monétiser, faites telle activité, telle activité, telle activité. Non, les activités vont dépendre de votre talent,
de votre faculté à pouvoir développer votre visibilité, de votre faculté à pouvoir développer votre notoriété, de votre faculté à savoir quel est le segment de marché qui est le plus optimal. Donc, je n'ai pas envie de citer les différents moyens de monétisation parce que ça va vous encercler dans ce que je vais citer. Et je ne veux pas utiliser les techniques de manipulation qu'on utilise en général dans les médias. Donc, je préfère juste vous donner les grands canaux et c'est à vous maintenant d'utiliser ces canaux-là pour pouvoir vous-même trouver votre voie qui va vous permettre de monétiser. Voilà. J'ai été très long sur cette question, c'est vrai, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions similaires dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu développer beaucoup plus. Alors, je vais prendre une autre question. Comment être une référence dans le domaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire? En réalité, si tu as suivi la réponse à la question que j'ai donnée à Harry, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas répéter. Tu fais exactement la même chose. Ce que j'ai expliqué pour comment monétiser la danse, c'est exactement la même chose qu'il faut faire lorsqu'on veut s'imposer comme une référence dans un domaine d'activité. C'est exactement la même démarche. C'est pour ça que j'ai développé longtemps sur ce thème parce que ça englobe beaucoup d'autres préoccupations et beaucoup d'autres questions que la plupart des fois on se pose. Autre question, je vais regarder. Alors, il y a Paul qui dit, Docteur Claudel Numbissier, en ce moment même, je suis en train de créer une start-up qui s'appelle Leader Startup, similaire à la vôtre Startup Academy. Quels conseils pouvez-vous me donner pour le bon fonctionnement de la start-up? Alors, en fait, je n'ai plus de conseils à te donner. Tout ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Ça s'appelle Startup Academy 237. Quand tu vas arriver sur notre chaîne YouTube, tu vas avoir une playlist. La playlist s'appelle le guide du membre de la Startup Academy. Et dans cette playlist, tu vas avoir une série de près de 20 vidéos. Dans ces vidéos, nous expliquons en détail comment fonctionne la Startup Academy, comment nous avons créé la Startup Academy, comment est-ce que les membres de la Startup Academy fonctionnent, quels sont les avantages, comment est-ce que nous avons déployé la Startup Academy. En fait, c'est un ensemble de vidéos purement en profonde et en immersion dans l'univers Startup Academy que si vous souhaitez vous inspirer de ce qu'on fait, c'est le guide idéal. Et c'est parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes nous posaient ces questions et même des membres de Startup Academy qui ne comprenaient pas exactement comment ça fonctionne, quels sont les avantages des membres, etc. Donc, nous avons décidé de produire ces vidéos. Donc, vous partez sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Ça s'appelle Startup Academy 237. Vous allez facilement remarquer parce que c'est une chaîne YouTube qui a environ 50 000 abonnés et qui a plus de 800 vidéos. C'est notre chaîne YouTube. Vous allez entrer dans la chaîne YouTube. Vous partez dans ce qu'on appelle les playlists. Et dans les playlists, vous allez voir le guide du membre adhérent ou du membre de la Startup Academy. Et quand vous allez entrer dans cette playlist, vous allez voir une série de plus de 20 vidéos où c'est expliqué en détail comment fonctionne la Startup Academy. Et dans les liens, vous avez ce qu'on appelle le livret du membre. C'est un document en PDF qui explique aussi de manière écrite cette fois exactement comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, tout ce que je peux te recommander de faire, c'est d'aller sur notre chaîne, de regarder ces vidéos, de télécharger ces documents. Ça va te donner une vision purement complète de comment est-ce qu'il faut procéder. Maintenant, si tu voudrais qu'on puisse collaborer ensemble, si tu voudrais que la Startup Academy puisse t'accompagner de manière plus dynamique, voilà, là, tu peux me contacter juste en inbox ou tu peux écrire en commentaire ou tu peux laisser tes coordonnées. Et puis, après le direct, on va te contacter pour te donner d'autres informations complémentaires et te mettre en contact avec les équipes. Merci beaucoup, Paul. Alors, je vais chercher une autre question. Comme je disais, c'est la causerie intellectuelle du dimanche, donc je réponds à vos questions. Parce que parfois, je n'ai pas l'opportunité de répondre à tout le monde en ligne parce que, voilà, il y a beaucoup de questions. Alors, je vois une autre question de Lucrèche Combo. Comment faire pour créer son réseau et influencer intellectuellement et avoir des revenus conséquents à travers notre idéologie? Parce que nous avons une idéologie qui consiste à conscientiser la jeunesse et nous avons déjà un noyau. Alors là, je vais te donner la même réponse. Donc, je te recommande d'aller sur notre chaîne YouTube Startup Academy 237. Tu entres dans la chaîne YouTube, tu vas dans Playlist et dans la playlist, tu vas avoir une playlist qui s'appelle le guide du membre de la Startup Academy. Là-bas, tu vas avoir une série de près de 20 vidéos dans lesquelles nous racontons comment nous est-ce que nous avons procédé
et nous expliquons en détail la stratégie que nous avons utilisée. En fait, nous avons produit ces vidéos pour aider les personnes qui souhaitent par exemple reproduire le modèle Startup Academy dans un autre pays ou alors qui ont une idéologie et qui souhaitent développer cette idéologie, la faire grandir, bâtir une communauté. Donc, ces vidéos sont orientées pour les personnes qui ont des problématiques de ce type-là. Donc, pour toutes les autres personnes qui sont en train de suivre le direct, si vous avez un projet, si vous souhaitez développer une communauté, si vous souhaitez créer un cercle d'influence, si vous souhaitez avoir une communauté à travers laquelle vous allez communiquer sur vos produits, développer vos prestations, etc. La réponse que je viens de donner, c'est la même. C'est-à-dire, vous partez sur notre chaîne YouTube, Startup Academy 237, vous vous abonnez. Ensuite, vous partez dans Playlist. Et dans Playlist, vous allez voir une playlist qui s'appelle le guide du membre de la startup et à l'intérieur de laquelle vous allez voir plus de 20 vidéos qui sont expliquées. C'est en chapitre. Vous allez voir chapitre 1, c'est quoi la Startup Academy, chapitre 2, quelles sont les caractéristiques des membres. Et en réalité, c'est notre expérience qu'on partage pour que ça puisse vous inspirer à vous aussi créer votre propre expérience. Parce que ce ne sera pas forcément la même chose qui va se produire pour vous. Mais je suis certain que dans ces vidéos, vous allez avoir suffisamment de contenu pour vous inspirer et pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Et ça, c'est très important pour pouvoir gagner en temps. Alors, je vais chercher une autre question. Alors, il y a Youssoufa qui demande de rappeler le thème. Il n'y a pas de thème. Le thème, c'est la causerie intellectuelle du dimanche. Et le principe est simple. Vous posez vos questions en commentaire et je vais y répondre tout simplement. Alors, vous êtes dans quel pays? Bon, ça, c'était une question qui était posée à Paul. Non, il va répondre lui-même. Alors, Patrick pose la question qui est celle de savoir, je connais des gens de la diaspora qui ont ouvert des cliniques bien équipées au Cameroun, mais ont dû fermer faute de malades. Quels conseils pouvez leur donner? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Ça veut dire, nous avons beaucoup d'Africains de la diaspora qui sont dans des pays comme l'Allemagne, qui sont dans des pays comme la France, qui sont dans des pays comme les États-Unis, comme le Canada, et qui parfois là-bas créent des associations. Des associations donc qui ont pour but d'aider l'Afrique. En général, c'est ça. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, puisque j'en ai même travaillé avec plusieurs. Donc, qui créent des associations pour dire vraiment, nous, on veut aider l'Afrique. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas les hôpitaux. En Afrique, il n'y a pas le plateau technique. En Afrique, les gens meurent parce qu'il n'y a pas les couveuses dans les hôpitaux, etc. Et qui font donc quoi? Qui vont donc récolter le matériel médical dans certaines structures hospitalières afin de venir en Afrique avec ce matériel pour aider les Africains. Globalement, c'est ça. Alors, d'abord, une petite parenthèse. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous remarquez en Occident, pratiquement chaque année, ou tous les 18 mois, ou maximum tous les 2 ans, la plupart des entreprises vont renouveler leur matériel. Les hôpitaux vont par exemple renouveler le plateau technique. Les entreprises informatiques vont renouveler les ordinateurs, vont changer par exemple les téléphones même des membres de l'équipe, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ces entreprises font ça. Parce qu'eux, ils se disent peut-être que c'est parce qu'eux, ils sont riches. Ils se disent que voilà, vraiment en Allemagne, les gens sont trop riches. Vraiment, vous voyez une entreprise, ils ont acheté un échographe, ça n'a même pas encore fait 2 ans, c'est encore même en très bon état, mais ils changent déjà, ils jettent pour prendre un échographe qui est neuf. Et ils se disent que c'est parce que ces entreprises-là sont riches ou ont beaucoup d'argent. Non, au contraire, ces entreprises n'ont pas beaucoup d'argent comme vous pensez. C'est parce que c'est le meilleur moyen pour rester compétitif. Et là, je vais vous expliquer en vous prenant un exemple. Alors, je peux prendre l'exemple avec quoi? Je vais prendre l'exemple avec ce power bank. Alors, ça, c'est un power bank. Le power bank, vous le connaissez tous, donc ça permet de... Il se recharge. Peut-être quand vous êtes en déplacement, si votre téléphone est déchargé, vous pouvez l'utiliser pour recharger votre téléphone, recharger votre tablette, recharger votre ordinateur, etc. Alors, supposons que ce power bank coûte 500 €. Vous l'achetez neuf en 2021 à 500 €. Alors, ce qui va se passer avec ce power bank, c'est quoi? C'est le fait que quand vous allez utiliser ce power bank pendant 1 an, pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, à l'intérieur de ce power bank, il y a une batterie qui n'est pas éternelle. Ça veut dire qu'après un certain temps, la capacité de la batterie va commencer à se dégrader. C'est la même chose avec votre téléphone. Quand vous utilisez un téléphone pendant 1 an, 2 ans, à un moment donné, la batterie du téléphone ne va plus durer comme lorsque le téléphone était neuf.
Donc, ce qui fait que la batterie va commencer à se dégrader au fur et à mesure. Donc, vous allez commencer à charger le téléphone, il est à 100% plein. Avant, vous surfiez avec votre téléphone pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Mais maintenant, ça fait 1 heure de temps, c'est déjà déchargé. Donc, ça veut dire que les performances du power bank sont décroissantes en fonction de l'utilisation. La décroissance peut être beaucoup plus accélérée en fonction de la manière dont vous utilisez le power bank, ou alors ça peut être un peu plus ralenti si vous utilisez bien, si vous avez une bonne conduite. Mais qu'importe la manière dont vous utilisez le power bank ou n'importe quel appareil, la performance va décroître. Alors, dans certains appareils, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est quoi? C'est du fait qu'en concevant l'appareil, on fait exprès de mettre sur pied des techniques qui vont faire en sorte que l'appareil se dégrade soit rapidement ou alors soit difficile à dépanner. Je vais vous prendre un exemple avec les téléphones portables. Avant, lorsqu'on achetait un téléphone, on avait la possibilité d'enlever la batterie. La batterie était amovible. Ça veut dire que quand la batterie commençait déjà à déranger ou à être défectueuse, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le téléphone, on enlevait la batterie, c'était facile à faire. On achetait une batterie neuve, on mettait à l'intérieur, on refermait. Et puis on continuait d'utiliser le téléphone avec une batterie neuve et qui fonctionnait de manière optimale. Aujourd'hui, les techniques d'obsolescence programmée ont utilisé une nouvelle technique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend la batterie, on soude la batterie sur la carte mère. Ce qui fait que si vous avez par exemple un nouvel iPhone ou un nouveau Samsung ou un nouveau Huawei ou n'importe quelle marque, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas changer la batterie vous-même. Sauf si vous avez des compétences en électronique. Et pour changer la batterie, vous devez dévisser votre téléphone et vous devez enlever la batterie de la carte mère afin de pouvoir la remplacer. Et ça demande des compétences et ça peut endommager votre téléphone. Ça peut même faire que vous perdiez la garantie de votre téléphone. Et en Occident, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois, quand votre batterie commence à être endommagée et que vous partez pour réparer, parfois ça coûte tellement cher que quand vous évaluez le prix pour réparer et le prix pour acheter le neuf, vous comprenez que c'est même mieux d'acheter le neuf tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, en ce qui concerne les processeurs, la particularité avec les processeurs, c'est que pratiquement tous les 12 mois ou tous les 18 mois pour certaines années, la puissance des processeurs double. Ça veut dire que si vous achetez un ordinateur neuf aujourd'hui, dans 18 mois maximum, il y aura un nouvel ordinateur qui est 2 fois plus puissant, 2 fois plus rapide que le vôtre. C'est pour ça qu'il change de parc informatique. C'est pour ça qu'ils changent d'échographie. C'est pour ça qu'ils changent de matériel. C'est pour ça qu'ils changent de radiographie. C'est pour ça qu'ils changent leur matériel hospitalier. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est parce que s'ils ne le font pas, ils vont devenir moins compétitifs par rapport aux autres qui ont de nouvelles machines qui sont 2 fois plus puissantes. Par rapport aux autres qui ont une machine qui n'a pas le même amortissement que le leur qui a déjà duré 1 an, qui a déjà duré 2 ans et qui devient maintenant un gouffre même financier pour l'entreprise. Ce qui fait que le meilleur moyen pour l'entreprise, c'est de se débarrasser de ça. Et une autre technique aussi, c'est du fait que lorsque l'entreprise va offrir ce matériel à une association, ça va un peu être considéré comme une responsabilité sociale de l'entreprise et ça va permettre à l'entreprise de payer moins d'impôts. Donc ne pensez pas qu'ils font ça parce qu'ils ont trop d'argent, c'est pour ça qu'ils changent les appareils tout le temps. Non. Mais qu'est-ce que nos frères font? Nos frères donc prennent ces appareils-là, ils viennent en Afrique avec, parfois pour ouvrir des cliniques. Donc vous allez voir par exemple un Africain de la diaspora qui va quitter peut-être l'Allemagne, il va arriver au Cameroun avec beaucoup de matériaux qu'il a ramassés dans des hôpitaux là-bas. Même parfois, même s'il achète, ça ne va pas coûter cher de toutes les manières. C'est toujours à des prix vraiment très accessibles. Il va donc venir avec ça, il va ouvrir sa clinique ici. Et en général, ce qu'on va observer, c'est que il y a un manque de stratégie de manière profonde. Parce que lorsque quelqu'un me dit qu'il a fermé sa clinique parce qu'il n'a pas de patients, je dis, ah bon? Il n'y a pas de patients? Ah bon? Non. Tu ne peux pas dire que tu as fermé ta clinique parce qu'il n'y a pas de patients, non. Ce n'est pas un motif qui peut pousser à ce qu'une clinique ferme. Parce que les gens pensent que l'hôpital ou une structure hospitalière, ce sont les machines. Non. L'hôpital, ce ne sont pas les machines. L'hôpital, ce n'est pas l'échographie. L'hôpital, ce n'est pas le scanner. L'hôpital, ce n'est pas l'IRM. Non, ce n'est pas ça l'hôpital. Ce n'est pas ça qui peut faire vivre un hôpital. Et pour mieux comprendre que ce n'est pas ça qui peut faire vivre un hôpital, je vais raconter une expérience que j'ai vécue. Une fois, j'étais en stage à l'hôpital régional de Bafoussam lorsque je faisais 5e année de médecine. Et la particularité à Bafoussam, c'est que voilà, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Et il y avait beaucoup de patients qui arrivaient à l'hôpital et qui étaient très âgés et qui ne parlaient pas français. Ça veut dire c'est un grand-père ou alors c'est une grand-mère qui va arriver à l'hôpital
mais qui ne parle pas français. Ça veut dire, elle va vous parler en langue. Et j'avais donc un collègue qui parlait très bien la langue locale. Et vous savez ce qui se passait? En fait, lorsque ces patients arrivaient à l'hôpital, ces patients voulaient que ce soit le médecin là qui les consulte. Pas parce que c'était le meilleur, pas parce que c'était le plus intelligent, pas parce que c'était celui qui récitait tous les livres du début jusqu'à la fin, non. Juste parce que c'était celui avec qui l'interaction était la meilleure. C'était celui dont ces patients étaient certains qu'il va mieux comprendre leurs problèmes. Et ce que ce collègue-là faisait même en général, c'était quoi? C'était que parfois, quand il finissait d'interagir avec le patient et qu'il avait bien compris le problème, parfois ce qu'il faisait, c'est qu'il partait voir un autre collègue qui est plus compétent pour lui dire, voilà, j'ai un patient qui a tel symptôme, tel signe, etc. Toi, tu penses à quoi? Et c'est parfois une autre personne qui donnait même le diagnostic et lui, il venait juste expliquer en langue que, en fait, tu souffres de ceci, voilà comment on va faire, etc. Pour faire comprendre que, à travers cette expérience, ce n'est pas le plateau technique qui fait l'hôpital. Ce n'est pas le matériel qui fait l'entreprise, non. Ce qui fait l'entreprise, c'est la ressource humaine au sein de l'entreprise. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la machine. Ce n'est pas l'échographie la plus performante qui va faire que les patients viennent chez vous. Les patients viendront chez vous par rapport à vous, pas par rapport au matériel. Ils viendront d'abord par rapport à vous. Maintenant, comme j'ai expliqué avec l'exemple de Harry tout à l'heure, bien évidemment, il y a deux choses qu'il faut toujours prendre en considération. Il y a le côté technique purement, et il y a le côté business qui comporte la valeur perçue avec la visibilité, avec la discipline, avec la notoriété, avec l'expérience client, avec la relation client. Dans le cadre hospitalier, on va parler de l'expérience patient, de la relation patient parce que c'est de la patientèle dont il s'agit. Donc, il y a deux aspects qu'il faut prendre en considération. Mais à l'hôpital, la particularité, et même d'ailleurs dans la plupart des entreprises, c'est qu'on vient pour le médecin. On vient pour le professionnel de santé avant de venir pour le plateau technique. La preuve, c'est que, et avec Internet, c'est encore fatal, c'est qu'aujourd'hui, les patients arrivent à l'hôpital, ils bénéficient d'une consultation et quand ils finissent la consultation, ils s'en vont dans un groupe sur Internet, ils publient que j'ai été consulté par tel médecin, vraiment, il est désagréable. J'ai été consulté par tel médecin, il parle mal aux patients. Ce qui fait que maintenant, les gens, avant d'aller se faire consulter, essayent de savoir, tu te fais consulter chez qui? Est-ce que tu peux me recommander un gynécologue? Est-ce que tu peux me... On ne demande pas quel est l'hôpital où il y a le plus de matériel pour mieux prendre en charge les patients. Non. On essaye de savoir, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un qui va me suivre? Parce qu'au final, ce qui fait l'hôpital, c'est le professionnel de santé. Ce sont les professionnels de santé. C'est leur manière d'interagir avec le patient. C'est leur manière d'entretenir une meilleure expérience patientèle. C'est leur manière de créer la relation avec le patient pour comprendre qu'en réalité, la prise en charge commence après la consultation. Ce n'est pas lorsque la consultation se termine, on dit voilà le médicament que vous devez prendre et puis on donne l'ordonnance avant que ça s'arrête. Non, c'est là où la relation commence. C'est à ce moment qu'il faut créer la relation pour que cette relation puisse se transformer en un capital confiance qui va permettre à cette personne désormais de revenir systématiquement ou de systématiquement vous contacter en cas de problème ou encore mieux, de vous recommander à d'autres personnes. Donc moi, ce que je pourrais leur conseiller, c'est de comprendre que le côté technique est important, mais ce n'est pas le plus indispensable. Ce qui est indispensable, c'est cette relation que vous créez avec les patients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 8000 patients, 5000 patients. Vous avez besoin d'avoir 5 patients qui sont totalement satisfaits. Parce que 5 patients totalement satisfaits et avec qui vous créez une relation, ce qui se passe, c'est que quand ces patients ou alors quand ces personnes auront des problèmes, ces personnes vont vous contacter. Quand ces personnes vont trouver dans leur environnement d'autres personnes qui rencontrent des problèmes, ces personnes vont vous recommander. Et 5 personnes qui vous recommandent à une seule personne, ça commence déjà à faire 10. Quand 10 vous recommandent à une personne, ça commence déjà à faire 20. Donc, concentrez-vous sur le peu. Investissez le maximum de ressources que vous avez sur très peu de patients que vous avez pour leur offrir une expérience patientèle optimale, pour leur créer ou plutôt pour créer avec eux une expérience et surtout une relation client ou plutôt patient optimale. Et c'est à partir de cette base que vous traitez de manière optimale que vous allez développer toute votre structure hospitalière. Maintenant, c'est clair que si vous n'avez pas de plateau technique, si vous n'avez rien, ce sera aussi un problème parce qu'on ne peut pas venir chez vous et vous ne faites rien. Mais ce qui est important, c'est que même si vous n'avez rien, vous avez quand même un pouvoir qui est celui de la recommandation.
Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez recommander aller dans telle structure pour effectuer une échographie, aller dans telle structure pour effectuer une radiographie, aller dans telle structure rencontrer tel spécialiste de ma part pour bénéficier de votre intervention chirurgicale. Parce que cette crédibilité et ce capital de recommandation-là, ça vaut plus que n'importe quelle machine que vous pouvez acheter dans votre structure hospitalière. Donc voilà le conseil que je peux leur donner. Donc ne mettez pas juste tout sur le côté technique parce qu'au final, le patient ne sait même pas ce que c'est. Vraiment, le patient ne connaît pas toutes ces machines, tous ces appareils et tout ça. Le patient veut juste se rassurer que la relation qu'il a avec son professionnel de santé, c'est une relation de confiance qui lui permet de pouvoir se confier et de pouvoir comprendre qu'il est entre les mains de quelqu'un de professionnel et quelqu'un qui va prendre sa santé avec beaucoup de soin. Alors donc, bon, vous allez m'excuser si je prends beaucoup de temps à répondre aux questions. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de réponses qui vont aider d'autres personnes qui ont des questions similaires. Donc, c'est pour ça que parfois, je prends beaucoup de temps à répondre à une question de manière générique pour que ça aide d'autres personnes. Parce que de toutes les manières, je ne pourrais pas individuellement répondre à toutes les questions totalement. Alors, il y a Abdel qui dit « Bonsoir, docteur. » Bon, entre parenthèses, même marketing. Je ne sais pas pourquoi. Quelle technique adopter pour mieux vendre à des personnes intellectuelles, par exemple au bureau, dans mon quartier, le Tchad? Alors, Abdel, je ne comprends pas bien ta question. Donc, si tu peux mieux la reformuler, ça va me permettre de bien comprendre exactement ce que tu veux dire. Donc, essaye de reformuler ta question, s'il te plaît. Alors, entre-temps, il y a Thérèse qui dit « Comment garder la connexion entre les synapses afin d'éviter les fuites de mémoire ?» Alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et j'en parle même dans l'une de mes formations qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». Parce que moi, j'estime qu'on ne devrait pas prendre un enfant, mettre cet enfant à l'école, commencer à lui donner des livres, des documents et lui dire il faut lire, il faut étudier sans lui expliquer comment son cerveau fonctionne. Alors que même ses parents ne connaissent pas comment son cerveau fonctionne. Alors que ses parents n'ont même pas la notice du cerveau pour lui montrer ou plutôt pour utiliser des techniques qui vont lui permettre de retenir de manière efficace. Alors, en ce qui concerne la mémoire, il y a deux choses qu'il faut retenir sur la mémoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans des choses trop techniques qui vont vous perdre inutilement. Il y a deux choses à retenir sur la mémoire. Pour avoir une bonne mémoire, la première chose qu'il faut retenir, c'est la charge émotionnelle. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la consolidation. Retenez juste les deux ici. Je vais expliquer chacune. Mais retenez que pour avoir une bonne mémoire, il y a la charge émotionnelle et il y a la consolidation. Je vais commencer par la charge émotionnelle. Avec la charge émotionnelle, il y a un exemple que j'aime prendre qui est, je veux dire, qui fonctionne à chaque fois. Si vous rencontrez une femme qui a déjà accouché et vous lui posez la question qui est celle de savoir votre premier accouchement, c'était quand? C'était dans quel hôpital? Lorsque l'enfant est né, il avait quelle masse? Vous allez vous rendre compte que la femme se rappelle de tout ça. Elle peut même vous expliquer le contexte dans lequel elle a accouché. Elle peut même vous expliquer comment elle venait à l'hôpital. Elle peut même vous expliquer comment est-ce que les contractions ont commencé. Elle peut vous expliquer même combien de temps environ elle a eu à mettre pendant le travail jusqu'à l'accouchement. Elle peut vous expliquer même ce qui s'est passé immédiatement après. En fait, la seule chose qui pousse une femme à retenir des informations pareilles pendant 20 ans, pendant 30 ans, parce que si vous rencontrez une femme qui a 50 ans et vous lui demandez de vous parler de sa première grossesse, même si cette grossesse a eu lieu il y a 30 ans, elle va vous expliquer. Mais la question que vous devez vous poser, mais comment elle fait pour retenir de manière aussi approfondie un événement qui s'est produit 30 ans avant? Il y a une seule chose qui explique cela, c'est la charge émotionnelle. Il n'y a pas une autre chose. C'est parce que c'est un événement qui a été lié à beaucoup d'émotions, notamment des émotions comme la douleur, des émotions comme la joie, des émotions comme la satisfaction de mettre au monde un enfant. Ce qui fait en sorte que cet ensemble d'émotions-là font en sorte que l'information reste gravée dans le cerveau. Et là, je l'explique régulièrement, notamment avec une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qu'on appelle encore le cerveau limbique. C'est une partie qui contrôle les émotions, la mémoire et la prise de décision.
Et le fonctionnement dans ce système est basé sur un organe qui s'appelle l'hippocampe. Ça veut dire que quand les informations arrivent au niveau de votre l'hippocampe va relier ces informations avec vos organes de sens, comme par exemple le goûter, comme par exemple, je veux dire par exemple la langue qui est un organe de sens qui va se charger par exemple du goût, comme par exemple l'odorat, comme par exemple l'ouïe, comme par exemple la vue, comme par exemple le toucher. En fait, ça va lier tout ce qui se produit au niveau de vos organes de sens avec cet organe. Et ça va créer ce qu'on appelle des alliages spécifiques. C'est ça qui permet de conserver la mémoire pendant longtemps. C'est un peu comme des influx nerveux. Ce n'est pas comme un ordinateur où c'est stocké dans une carte mémoire ou dans un disque dur. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est le fait que vous allez vous rendre compte que parfois vous restez là, vous humez une odeur et ça vous rappelle directement quelque chose. Vous pouvez arriver quelque part, vous humez une odeur et vous dites on est en train de préparer le riz sauté quelque part ici. Vous arrivez quelque part, vous humez une odeur et vous vous dites, il y a le haricot qu'on est en train de préparer quelque part ici. En fait, vous savez ce qui vous permet d'avoir ces informations? Ce sont ces alliages spécifiques-là. C'est parce qu'on a déjà préparé du haricot devant vous. Ou alors, vous avez déjà préparé du haricot. Vous avez déjà ressenti l'odeur du haricot qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire cuire. Vous avez déjà mangé du haricot et vous avez ressenti l'odeur de ce haricot que vous êtes en train de manger. Donc, votre hippocampe a créé un alliage spécifique entre l'odeur du haricot et le haricot. Ce qui fait en sorte que chaque fois que vous allez ressentir une odeur similaire, l'information là va revenir, c'est-à-dire la mémoire correspondante à cet alliage-là va revenir et ça va vous permettre de vous rappeler à nouveau de cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, vous pouvez fermer les yeux, vous touchez quelque chose et en touchant, ça vous permet de savoir un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez fermer les yeux, vous touchez par exemple une télécommande et vous savez que ça c'est la télécommande. Comment est-ce que votre cerveau sait que c'est la télécommande? C'est parce qu'il y a déjà un alliage spécifique qui s'est créé avec cet organe du toucher et l'hippocampe et la relation et la connexion qui a été créée entre cela. C'est ça qui vous permet de pouvoir vous rappeler de ça. Donc, il y a donc cette forte charge émotionnelle qui se crée lorsque des événements produisent des émotions en vous. Il y a plusieurs formes d'émotions. Il y a des émotions primaires comme par exemple la peur, comme par exemple la colère. Il y a des émotions composées qui sont des ensembles d'émotions qui se mettent ensemble pour produire d'autres émotions. Là, je vous invite à regarder une roue. Ça s'appelle la roue des émotions. Vous partez sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez la roue des émotions. Vous allez voir une roue dans laquelle il y a ce qu'on appelle des émotions primaires et les émotions composées. Et l'un des meilleurs moyens de retenir une information pendant longtemps, c'est d'associer cette information à des émotions. Soit vous provoquez l'émotion pour pouvoir retenir l'information pendant longtemps, ou alors parfois c'est par inadvertance que l'émotion se produit parce que ça ne dépendait pas forcément de vous. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez toujours vous rappeler de toutes les scènes qui ont été liées à des fortes émotions. Si vous avez été victime d'un accident, vous allez vous rappeler de la scène. Sauf si peut-être après l'accident, vous avez eu ce qu'on appelle une amnésie post-accident qui fait en sorte que peut-être vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est produit après l'accident, mais parfois vous allez vous rappeler de ce qui s'est produit avant. En fait, tout ce qui s'est produit dans votre vie et qui vous a généré beaucoup d'émotions, par exemple, le jour de votre mariage, par exemple, si vous aviez été une fois bastonné, par exemple, par quelqu'un, vous allez vous retenir de cela parce que c'est lié à des fortes émotions. Donc, comme je disais, la première chose à retenir, c'est que pour pouvoir avoir une bonne mémoire, il faut associer ce que vous faites à des émotions. Parce qu'avec les émotions, ça vous permet de retenir plus facilement. Pourquoi? Parce que dans le système limbique, qui est dans le système dans votre cerveau qui contrôle les émotions, ce système contrôle aussi la mémoire avec le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est un système qui contrôle aussi la prise de décision. C'est pour ça que les émotions et la mémoire sont liées. Alors, la deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé la consolidation. Si vous voulez avoir une bonne mémoire, il faut pouvoir consolider les connexions donc qui se créent entre l'hippocampe et les organes de sens. Alors pour consolider, il y a deux techniques pour consolider. Il y a ce qu'on appelle la consolidation consciente, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. Alors la consolidation consciente, c'est par exemple quoi? C'est par exemple du fait que vous voulez lire ce livre. Alors ce livre s'appelle Le Grand Livre de la Vente. C'est un très bon livre que je vous recommande, Le Grand Livre de la Vente. Alors c'est un livre qui fait 683 pages. 683 pages. Vous décidez de lire ce livre. La consolidation consciente, comment est-ce que ça fonctionne si vous voulez retenir les informations qu'il y a dans ce livre? Ce n'est pas de prendre le livre et de lire jusqu'à la fin
en 2 jours, 3 jours et de dire j'ai fini ce livre et de vous vanter sur Internet en disant oui, le grand livre de la vente là, oui, j'ai lu ça, oui, c'est un livre vraiment, le livre de Nicolas Caron là, c'est un très bon livre, j'ai lu ça entièrement, c'est très pertinent. Et voilà, il parle du marketing à l'intérieur, il parle de la vente, il parle de la communication, etc. En fait, la seule chose que vous allez retenir de ce livre, c'est le souvenir que vous avez lu. Si vous procédez comme ça. Vous allez juste vous souvenir que vous avez lu ce livre. Mais vous ne pourriez pas vous rappeler de manière profonde et approfondie des connaissances magnifiques qu'il y a à l'intérieur parce que vous n'utilisez pas de manière optimale la consolidation consciente. Alors, comment est-ce que ça s'utilise, la consolidation consciente, avec l'exemple du livre? Alors, vous prenez un livre comme celui-ci. Vous regardez le nombre de pages. Je vous ai dit c'est 683 pages. Vous vous donnez un objectif par rapport à la lecture de ce livre. Vous vous dites par exemple, ok, j'ai envie de lire ce livre, par exemple, en 30 jours. Il faudrait que je finisse la lecture de ce livre en 30 jours. Alors, je vais faire le calcul. Je vais prendre la calculatrice. Je vais taper le nombre de pages du livre. Le livre, je vous ai dit, c'est 683. Donc, je tape 683 et je vais diviser par 30 jours. Ça me donne 22,76. On peut dire 23 pages. Ça veut dire que vous devez lire 23 pages de ce livre par jour pendant 30 jours afin de pouvoir finir le livre en 30 jours. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous décidez que vous allez lire tous les jours entre 5h et 5h30. C'est un exemple. C'est à vous de décider. Ça peut être le matin, ça peut être pendant la journée, ça peut être le soir, ça peut être au coucher. Ça dépend de vous. Vous décidez de lire, par exemple, entre 5h et 5h30. Ça veut dire entre 5h et 5h30, vous vous levez à 5h, vous lisez 23 pages. Dès que vous arrivez à la page 23, vous pliez le livre. Vous savez que vous pliez la page qui est au niveau de la page 23 parce que vous avez fini. Vous vous arrêtez là. Dès que vous finissez, vous prenez un bloc-notes. Vous avez votre bloc-notes. Le bloc-notes, il peut être physique, il peut être électronique. Ça peut être un bloc-notes sur votre téléphone. Vous prenez un bloc-notes. Dans votre bloc-notes, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre des notes en lisant. Alors ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui savent prendre des notes en lisant. Il y a des personnes qui prennent des notes après avoir lu. Ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une technique qui est forcément meilleure que l'autre. Ça dépend de ce qui vous convient le mieux. Alors, vous prenez donc un bloc-notes. Ça peut être que vous avez le bloc-notes avec le livre et vous prenez les notes au fur et à mesure. Ou alors, vous faites un résumé à la fin. Donc, vous allez prendre votre livre. Vous allez mettre jour 1. Jour 1, vous faites un résumé de ce que vous avez lu des 11 pages. Parce que quand on lit un livre, le but n'est pas de retenir par cœur. Il faut bannir ça. Ça veut dire, retenez ce que je viens de dire ici. Il faut bannir définitivement de votre cerveau qu'il faut retenir par cœur. Ça ne sert à rien de retenir par cœur. Ça vous sature le cerveau inutilement. Inutilement. Arrêtez de retenir par cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de vouloir retenir par cœur. C'est l'une des choses même qui crée des trous de mémoire, inutilement. Parce que votre cerveau va commencer à apprendre par la rétention par cœur. Ce qui fait que si vous oubliez un seul mot, vous allez oublier tout l'algorithme de ce que vous avez retenu. Et ce n'est pas pertinent. Ça ne sert absolument à rien de retenir par cœur. Donc, quand vous avez lu les 23 pages, vous devez pouvoir faire un résumé de ces pages en vos propres mots. Ça veut dire que vous allez noter les points clés que vous avez retenus. Et en vos propres mots, vous faites un résumé des 11 pages, ou plutôt des 23 pages. Et dès que vous avez fait ça, vous notez le temps que ça vous a pris pour lire. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous commencez à lire, vous mettez directement un chrono. Le chrono, ça peut être sur votre montre, si vous avez une montre connectée. Ça peut être sur votre téléphone. Ça peut être sur un chronomètre. Ça dépend de ce que vous avez pour faire le chrono. Vous mettez un chrono et vous dites, OK, le jour 1, j'ai lu pendant 30 minutes mes 23 pages. Et voilà le résumé. C'est bon. Vous pouvez, cet objectif de la journée, il est atteint. C'est-à-dire que dans votre to-do list, vous considérez que voilà, l'objectif lecture, du moins de ce livre, est terminé. Le lendemain,
Vous vous réveillez encore à 5 heures. Avant de lire les 23 prochaines pages, vous relisez le résumé du jour 1. C'est-à-dire que vous allez prendre le résumé du jour 1, vous le relisez. Et dès que vous finissez de lire le résumé du jour 1, vous essayez de bien comprendre à nouveau ce que vous avez lu le jour 1. Et dès que vous avez fini de le faire, vous prenez votre livre, vous arrivez à la page que vous avez pliée, vous dépliez et vous continuez à lire 23 autres pages. Dès que vous lisez encore 23 autres pages, vous faites la même chose, vous pliez. Vous faites le même exercice dans votre bloc-notes et c'est un objectif atteint pour la journée. Vous le faites pendant 30 jours. Et c'est à ce niveau qu'on va donc voir ceux qui sont disciplinés. Parce que la discipline consiste donc à le faire chaque jour sans sauter. Comme vous n'avez pas vous lever un jour et dire que non, j'ai trop dansé la nuit, je suis fatigué, je vais le lire plutôt demain. Non, si vous commencez à faire ça, vous détruisez la consolidation consciente qui se produit par un mécanisme de répétition discipliné. Vous le faites chaque jour pendant 30 jours. Parfois, ça peut arriver que vous n'avez pas pu lire peut-être à 5 heures. Oui, ça peut arriver. Vous remettez à une autre heure de la journée. Ça peut être plutôt le soir, ça peut être plutôt le matin. Ça peut être à n'importe quel moment, mais vous devez absolument le faire pendant les 30 jours. Maintenant, pour des raisons de force majeure, ça peut arriver qu'un jour, vraiment, vous n'avez pas pu lire. Ça peut arriver. Peut-être vous êtes malade ou alors peut-être vous avez eu vraiment quelque chose de grave qui vous a empêché de lire. Ce n'est pas grave. Vous allez juste prendre le jour où vous auriez dû lire. Vous mettez la raison qui vous a empêché de lire. C'est tout simplement ça. Et le jour prochain, vous continuez. À la fin des 30 jours, vous faites une évaluation. Je m'étais donné un objectif qui était celui de lire les 683 pages en 30 jours. Qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif? Vous prenez votre bloc-notes et vous faites le calcul. En 30 jours, j'ai lu tel nombre de pages. En 30 jours, j'ai fait tel nombre de résumés. En 30 jours, mon temps de lecture moyen était de tel. Pour calculer le temps de lecture moyen, c'est simple. Vous prenez le nombre de temps que vous lisiez par jour, vous additionnez et vous divisez par le nombre de jours. C'est-à-dire que si vous avez lu pendant 30 jours et que chaque jour, vous avez lu pendant 30 minutes, vous faites 30 minutes, vous additionnez au fur et à mesure en fonction du nombre de jours parce que forcément, vous n'allez pas lire le même nombre de temps par jour parce que le livre n'a pas la même complexité en fonction des pages. Parce qu'il y a des pages qui sont plus compliquées à comprendre que d'autres. Il y a des pages qui expliquent des notions plus complexes que d'autres. Il y a des pages qui ont des tableaux qu'il faut comprendre par rapport à d'autres pages qui n'en ont pas. Donc, ce qui fait que parfois, les 23 premières pages, vous pouvez lire ça pendant, je ne sais pas, pendant 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de votre vitesse de lecture. Et puis, d'autres pages, vous allez lire peut-être pendant 40 minutes, pendant 50 minutes. Mais il faut trouver le temps de lecture moyen qui vous a permis de lire 23 pages. Ça, c'est très important. Et à la fin, donc, des 30 jours, vous devez pouvoir savoir quel est le pourcentage d'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé au début. Si l'objectif était de lire 683 pages et vous avez lu 500 pages, il faut calculer. Donc, vous allez faire juste une règle de 3. Ça veut dire 683 pages correspond à 100% d'atteinte de l'objectif. Maintenant, les 500 pages que j'ai lues correspondent à combien de pourcents? C'est une règle de 3, tout simplement. Et on va calculer X qui est égal à 500 fois 100 divisé par 683. Donc, je vais prendre ma calculatrice pour calculer. Vous pouvez calculer avec moi pour qu'on ait le même résultat. Donc, je prends la calculatrice et je vais taper 500 multiplié par 100 divisé par 683. Alors, ça me donne 73,20. Donc, X est égal à 73,20%. Donc, en 30 jours, en ayant lu 500 pages, vous avez atteint 73,20% de l'objectif que vous vous étiez fixé au début des 30 jours. Mais c'est un objectif qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de 683 pages à lire, et que vous avez pu lire 500 pages, ce qui représente 73%. Mais j'ai envie de dire, si c'était un étudiant dans une salle de classe, il aurait eu une très bonne note. Ça veut dire, vous ne devez pas vous blâmer parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Par contre, vous devez mesurer votre atteinte de l'objectif. Ça, c'est très important. Vous devez pouvoir savoir, j'ai atteint combien % de l'objectif dans le délai de temps que je m'étais fixé.
Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Comme j'aime souvent dire, on n'améliore pas ce qui ne se mesure pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, ne faites aucune action sans mesurer. Ce n'est pas pertinent. Si vous devez lire, il faut mesurer. Parce qu'après ça, vous allez aussi mesurer le temps moyen de lecture. Si votre temps moyen de lecture, c'est 30 minutes. Si vous avez 30 minutes de temps moyen de lecture, vous devez évaluer en un mois, c'est-à-dire en 30 jours, si c'est le cas de figure de ce qu'on vient de faire. Ça vous a pris combien d'heures de lecture? Vous devez évaluer le nombre d'heures de lecture là. Ça représente combien de jours sur un mois? Et quand vous allez calculer ça, si vous vous rendez compte que c'est beaucoup, la chose suivante que vous devez faire, c'est comment faire pour lire rapidement? C'est la prochaine question que vous devez vous poser. Comment faire pour lire rapidement? Et là, vous pouvez par exemple télécharger le guide de la lecture rapide. Vous pouvez taper sur un moteur de recherche le guide de la lecture rapide et vous ajoutez PDF. Ou alors pour faire simple, vous tapez guide, un mot, ensuite vous tapez lecture, un mot, ensuite vous tapez rapide, un mot, ensuite vous écrivez PDF. Si vous tapez ces 4 mots-clés dans un moteur de recherche, maximum les 5 premières pages qui vont s'afficher, vous allez voir dans le livre en question. C'est un livre qui est gratuit qui vous permet de lire rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, vous allez comprendre que vous avez besoin d'apprendre à lire plus rapidement. C'est lorsqu'on fait ce type d'exercice qu'on comprend l'importance de se former. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que se former ne sert à rien. Mais quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que, mais attends, si je dois être aussi lent, parce que si vous vous rendez compte que vous lisez 23 pages en 1 heure ou en 2 heures, ce qui est trop long, ça veut dire que vous ne pourriez pas lire beaucoup de livres. Ça veut dire qu'en un an, le nombre de livres que vous allez lire sera trop petit. Parce que vous n'avez pas que les livres à lire, vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Vous allez donc comprendre qu'il est important d'apprendre à lire plus rapidement. Et quand vous allez comprendre que c'est important d'apprendre à lire plus rapidement, vous allez aller chercher comment faire pour lire plus rapidement. Vous allez aller vous former. L'avantage, c'est qu'il y a Internet. Donc, vous pouvez aller en ligne. Je vous ai donné les mots-clés sur les moteurs de recherche, par exemple, pour avoir le guide de la lecture rapide. C'est un livre qui est très intéressant, qui vous donne les techniques pour lire rapidement. Et surtout, ça va vous montrer à quel point il est important de se former. Ça va vous montrer à quel point il est important de diversifier ses connaissances et ses compétences. Mais l'élément le plus fondamental, c'est que ça va développer votre discipline. Parce que si vous réussissez à faire ça pendant 30 jours, c'est-à-dire vous levez tous les jours à 5 heures, lire pendant 30 minutes et vous faites ça pendant 30 jours, en réalité, ça va développer votre discipline dans toute votre vie. Parce que maintenant, quand vous allez vous fixer un autre objectif dans un autre domaine, vous seriez aussi discipliné. Quand vous allez décider, par exemple, d'aller prospecter des clients tous les jours pendant au moins 1 heure de temps, vous serez aussi discipliné parce que la discipline se construit aussi et ça développe dans cette consolidation consciente. Et la deuxième chose, c'est la consolidation inconsciente. La consolidation inconsciente, en général, se produit pendant le sommeil. C'est pour ça qu'il est très recommandé de lire, par exemple, avant de dormir. Il est très recommandé d'étudier avant de dormir. Pourquoi? Parce que pendant votre sommeil, votre cerveau n'arrête pas de fonctionner. Pendant votre sommeil, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente qui permet à ce que vous puissiez consolider davantage les informations dont vous avez bénéficié tout au long de votre heure d'éveil. Donc, voilà donc les 2 techniques fondamentales à retenir pour avoir une mémoire optimale. Donc, 2 choses à retenir, c'est la charge émotionnelle et la deuxième chose, c'est la consolidation. Il y en a 2, consciente et inconsciente. Voilà. Vous allez m'excuser d'expliquer pendant longtemps parce que je sais qu'il y a forcément beaucoup d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes types de problèmes et ça va permettre de répondre aussi à d'autres types de questions pour ne pas avoir à répondre à toutes les questions alors qu'une question peut permettre de répondre à plusieurs autres. Voilà, donc je vais chercher une autre question rapidement. Voilà, magnifique. Il y a Lisa Ngondo qui a partagé le livre en question en commentaire. Donc, regardez dans les commentaires, vous allez voir Lisa Ngondo qui est même une super fan. Chapeau à toi, Lisa. Elle a partagé le livre. Donc, vous cliquez juste sur le lien qu'elle a mis en commentaire. Ça s'appelle le guide de la lecture rapide PDF. Vous téléchargez. C'est un livre qui est magnifique, qui vous permet d'apprendre à lire rapidement. Alors, je vais chercher une autre question. Alors, bonsoir docteur.
ma question était simple. Quelle technique à adopter pour mieux vendre notre produit hors ligne? Ça, c'est une très belle question. Quelles sont les techniques à adopter pour vendre un produit hors ligne? Entendez par hors ligne en dehors d'Internet. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur Internet et vous voulez vendre un produit. Comment faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est un art. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas vendre. Ou les gens parfois ont honte de vendre. Il y a des gens qui ont honte de vendre. Je suis sûr que parmi vous qui suivez ce direct, il y a des gens qui ont honte de vendre. Quand on dit que tu es un vendeur, ça leur fait mal. C'est comme si c'est une injure. Ils se disent non, je ne vends pas. Non, comment tu dis que je vends? Non, je ne vends pas. Moi, je ne suis pas dans les trucs de vente là. C'est Claudel sur Internet qui fait les trucs qu'il vend. C'est un marmailleur. Moi, je ne vends pas. Moi, je suis un homme simple. La vente, c'est vital. La vente, c'est un art. La vente est tellement magnifique que je recommande à toute personne d'essayer au moins de vendre. Même si c'est une fois durant votre vie, il faut essayer de vendre. C'est tellement beau la vente. Comment vendre hors ligne? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, notamment ce matin, je suis allé faire mon sport comme je le fais chaque matin. Je me lève chaque matin et je m'en vais faire sport. En général, c'est à 6 heures et je fais au moins 2 à 3 heures de sport par jour. Chaque jour, du lundi à dimanche. Alors, aujourd'hui, quand j'étais en train de faire sport, je suis passé devant une église. Et c'était une église catholique. Et autour de cette église, il y avait beaucoup de personnes qui vendaient des produits. Il y avait des gens qui vendaient des beignets. Il y avait des gens qui vendaient de la sucette. Il y avait des gens qui vendaient des jus. Il y avait des gens qui vendaient des chapelets. Il y avait des gens qui vendaient toutes sortes de produits. Et moi, c'était une très belle remarque. Pourquoi? Parce que, étant donné que je fais sport chaque jour, ça me permet de comprendre le comportement sociologique des personnes qui vendent à côté de cette église. Parce que je passe devant cette église tous les jours. Et lorsqu'il n'y a pas la messe, ces gens qui vendent ne sont pas là. Mais aujourd'hui, dimanche, il y en avait plus de 30 qui étaient autour de l'église et qui vendaient. Vous comprenez directement pourquoi ces personnes sont là dimanche. Ces personnes sont là dimanche parce qu'il y aura le trafic dimanche. Du moins, le trafic dimanche sera beaucoup plus important qu'en semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que le dimanche, en général, dans les églises catholiques, il y a plusieurs messes. C'est-à-dire qu'il y a la messe, par exemple, je prends peut-être un exemple. Quand j'étais servant de messe à l'église Christ-Roi de Tinga, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et le dimanche, il y avait 5 messes. Il y avait une messe à 6 heures, il y avait une messe à 8 heures, il y avait une messe à 9 heures, il y avait une messe à 11 heures, il y avait une messe à 18 heures. Et vous voyez que c'est une église qui peut prendre plus de 500 personnes. Donc, imaginons seulement que pour les 5 messes-là, l'église soit pleine. Ça fait 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Ça fait 2500 personnes qui vont se retrouver à l'église ce même jour. Alors qu'on n'a pas ce même nombre en semaine. Parce qu'en semaine, il y a aussi l'église en semaine, mais il y a moins de personnes que le dimanche. Parce qu'en semaine, parfois, l'église, c'est très tôt le matin. Mais le matin, parfois, très tôt, il peut avoir, prenons même seulement 500 personnes. Mais c'est inférieur à dimanche où on a 2500 personnes. Donc, vous voyez que vendre dans cet endroit-là, le dimanche, est plus intéressant que de vendre lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. Ça veut dire que pour vendre en ligne, l'une des techniques à utiliser, c'est de chercher les endroits où il y a le trafic. C'est simple. Vous cherchez un endroit où il y a un trafic important de personnes et vous partez là-bas, proposez votre produit. Juste comme ça d'abord, n'essayez même pas de trop réfléchir. Est-ce que ceux qui sont là-bas seront intéressés, machin? Attention, on parle quand même de 2500 personnes. C'est-à-dire que même si vous vendez n'importe quoi, la probabilité qu'il y ait au moins certaines personnes parmi ces 2500-là qui achètent vos produits est très importante. Donc, vous ne perdez rien à essayer. Ça vous coûte quoi? De prendre, je veux dire, 6 heures de temps de votre journée, d'aller vous asseoir devant l'église. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris de l'église. Ça peut être un autre endroit où il y a du trafic. De vous asseoir dans cet endroit et de proposer vos produits et d'attendre. Vous attendez jusqu'à 18h30, 19h quand l'église finit et vous rentrez. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous évaluez. Vous évaluez. Il y a combien de personnes qui sont venues devant
moi, pour me proposer ou alors pour me demander le prix de mon produit? Ça, il faut noter. Très, très important. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, vous avez déjà retenu la première technique pour vendre hors ligne, c'est d'identifier des endroits où le trafic est important. C'est la première technique. Dès que vous avez identifié un endroit où le trafic est important, deuxième chose à faire, il faut évaluer le comportement des personnes qui sont dans cet endroit par rapport à votre produit. Ça veut dire, si vous avez mis 5 heures de temps dans cet endroit, vous regardez en 5 heures de temps, il y a combien de personnes qui se sont intéressées à mon produit? Combien? Vous dites peut-être, vous calculez. Et chaque fois que quelqu'un vient vous voir, le produit, si ça coûte combien? Le produit, si, je ne dis pas les gens qui achètent, je demande juste les gens qui s'intéressent à votre produit. Vous essayez de calculer le nombre de personnes. Si vous calculez, vous vous rendez compte qu'en 5 heures de temps, il y a 100 personnes qui ont demandé des informations concernant votre produit. Vous dites, OK, en 5 heures de temps, j'ai eu 100 personnes qui ont demandé des informations sur mon produit à cet endroit où il y a le trafic très important. Et on peut évaluer un peu ce trafic-là. Pourquoi? Parce qu'il suffit, je vous ai par exemple évalué le trafic tout à l'heure avec l'église. On prend la capacité de l'église, on voit le nombre de fois qu'il y a la messe par dimanche, on multiplie juste et puis ça nous donne, ça ne va pas donner un chiffre exact, ça je suis d'accord, mais ça vous donne une approximation. Mais ce qui est plus important, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à votre produit. Vous avez eu 100 personnes en 5 heures. Deuxième chose, sur les 100 personnes, combien ont acheté? Très important. Vous avez 20 qui ont acheté. Alors, les 100 personnes-ci, c'est eux qu'on appelle des prospects. On les appelle des prospects. Les 20 qui ont acheté, on les appelle des clients. Donc, en 5 heures de temps, vous avez eu 100 prospects et 20 clients. Maintenant, il y a un calcul qu'on va faire. Le calcul s'appelle le taux de conversion. C'est-à-dire, lorsque j'ai 100 personnes ou lorsque j'ai X personnes qui s'intéressent à mon produit, combien achètent? Le taux là, on va le calculer. Et ça se calcule très facilement. C'est une règle de 3. Ça veut dire, on a 100 qui ont acheté mon produit, c'est-à-dire on a 100 prospects. Ça représente 100%. Parce que si 100 personnes demandent des informations sur votre produit et les 100 achètent, ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 100%. Donc 100 prospects représentent 100% de taux de conversion. Maintenant, j'ai eu 20 clients. 20 clients représentent un taux de conversion de combien? De X. C'est la même règle de 3 que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais calculer X qui sera donc égal à 20 clients fois 100% du taux de conversion divisé par 100. Bon, c'est facile. On va juste barrer les 100 et ça donne 20. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 20%. Ça veut dire que vous avez 100 prospects, 20 clients et un taux de conversion de 20%. Ces statistiques sont extrêmement importantes pour la suite. Parce que la suite, c'est quoi? La suite maintenant en 3, c'est de faire une étude sociologique des 20 clients. Très important. 1. Vous devez obtenir les informations sur les 20 clients. C'est fondamental. Même s'il faut que vous puissiez donner un avantage à ces personnes pour que ces personnes vous donnent leurs informations, il faut le faire. C'est très important. Quand je dis les informations, c'est par exemple le numéro de téléphone, c'est par exemple l'adresse email, c'est par exemple l'identifiant sur un réseau social, etc. Alors, vous allez dresser ce qu'on appelle le profil sociologique ou sociodémographique de ces personnes. C'est fondamental. Vous devez étudier le profil complet des personnes qui ont acheté votre produit. Ça veut dire quoi? Sur les 20 clients, vous devez essayer de savoir, sur les 20 clients, il y a combien d'hommes et combien de femmes? Ça, il faut le savoir. Sur les 20 clients, ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui demandent à leurs parents d'acheter, ou alors ce sont des parents, ou alors ce sont des personnes qui achètent pour aller offrir à une autre personne, ou alors ce sont des personnes âgées.
il faut savoir pourquoi les gens achètent et quel est le profil des personnes qui achètent. Quelle est la tranche d'âge des personnes qui achètent. Quel est le sexe des personnes qui achètent. Quel est le quartier des personnes qui achètent. Il faut le savoir. Les personnes qui ont acheté là sont beaucoup plus dans quel quartier. Ces quartiers-là font partie de quel standard? Est-ce que c'est des quartiers de riches? Est-ce que c'est des quartiers populaires? Est-ce que ce sont des quartiers difficiles? Il faut le savoir. Il faut savoir si les personnes qui ont acheté sont des consommateurs du produit ou alors sont juste des clients qui ne sont pas consommateurs. Alors, comment faire la différence? Quelqu'un peut être un client, mais il n'est pas un consommateur. Pour faire la différence, il faut juste prendre l'exemple, par exemple, avec un nouveau-né. Un nouveau-né, lorsque sa mère achète les couches, ce n'est pas pour que sa mère porte les couches elle-même, elle achète pour son nouveau-né. Ça veut dire que lorsque vous avez les couches que vous vendez, le client, c'est la mère ou le parent et le consommateur, c'est le nourrisson ou le nouveau-né ou l'enfant. Vous voyez la différence qu'il y a entre le consommateur et le client. Ça veut dire que si vous vendez les couches, vous vous adressez aux parents pour que les parents achètent pour leurs enfants. Vous ne vous adressez pas aux enfants ou aux nourrissons ou aux nouveau-nés. Maintenant, il peut y avoir des produits où le client est aussi le consommateur. Par exemple, moi, je peux aller acheter le chocolat Choco de Startup Food, qui est une industrie de la Startup Academy. Et j'achète le chocolat et je consomme moi-même. Vous savez que dans ce cas de figure, je suis le client et je suis en même temps le consommateur. Maintenant, il y a des cas de figure où le consommateur, c'est un enfant qui n'a pas les moyens pour acheter, mais on va quand même s'adresser au consommateur parce que le consommateur va contraindre le client qui est le parent d'acheter. Par exemple, je peux vendre des jouets, mais en vendant les jouets, je m'adresse aux enfants, je ne m'adresse pas aux parents. Je m'adresse aux enfants parce que je voudrais que l'enfant torture son père, torture sa mère pour que sa mère lui achète le jouet. Ça fait partie aussi d'autres techniques. Parce que si l'enfant a déjà l'âge où il peut parler et il peut torturer ses parents, je peux maintenant commencer à communiquer pour toucher l'enfant. C'est par exemple pour ça qu'on crée des dessins animés. Vous croyez que le dessin animé, c'est parce qu'on veut divertir les enfants, donc on n'a rien à faire? Non. Le dessin animé permet de conditionner l'enfant et de pousser l'enfant à torturer ses parents pour que ses parents lui achètent par exemple des jouets qui sont à l'effigie du dessin animé. Ou par exemple pour que le parent lui achète des gâteaux pour son anniversaire qui sont à l'effigie du dessin animé. Pour que ses parents lui achètent un sac à dos Startup Color qui est à l'effigie du dessin animé. Ce n'est pas pour rien. Le dessin animé vend des messages subliminaux qui vont pousser l'enfant à contraindre ses parents. Et vous ne savez pas ce que ça fait. Quand un enfant commence à vous rappeler tous les jours que maman, je veux tel sac, je veux le sac de tel dessin animé, je veux le gâteau qui a tel dessin animé dessus, je veux le stylo qui a tel dessin animé dessus, je veux le bonbon qui a tel dessin. Vous n'allez pas respirer, vous allez acheter, vous n'aurez pas le choix. Et là, le marketeur qui comprend ça, comprend que lui ne doit pas s'adresser seulement aux parents. Il faut aussi qu'il s'adresse à l'enfant pour torturer le parent à travers l'enfant. Donc, ça, c'est une étude que vous allez faire auprès de vos 20 clients. À quoi va servir l'étude que vous êtes en train de faire? Cette étude va permettre de comprendre le profil des personnes qui achètent et de dresser ce qu'on appelle le persona. Le persona, c'est le profil type de la personne qui achète votre produit. Parce que tant que vous n'avez pas ce profil type, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je veux dire, comment est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas le profil type des personnes qui achètent votre produit? Comment est-ce que vous allez proposer le produit ultérieurement? Comment? Vous ne pourriez pas. Ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Il faut que vous puissiez définir exactement quel est le profil type. L'avantage de comprendre le profil type, c'est du fait que désormais, ça va vous permettre de cibler les endroits où vous allez aller proposer vos produits. Vous n'allez plus aller dans des endroits au hasard. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel marché. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel quartier. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel événement. Vous n'allez plus aller devant n'importe quelle église. Quand vous allez comprendre le profil des personnes qui achètent, vous allez maintenant aller où ces personnes se trouvent en nombre beaucoup plus important parce que ça va augmenter votre taux de conversion et augmenter vos ventes. Et la dernière chose à faire, et là, nous sommes toujours dans la vente hors ligne, nous ne sommes pas sur Internet. La dernière chose à faire, c'est d'analyser vos personnes, ou du moins les personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes à côté de cette église et vous vendez les beignets, par exemple, vous vendez les beignets,
Vous faites ce calcul pour les beignets que vous vendez. Mais vous ne devez pas vous arrêter à vos produits. Non. Vous devez maintenant faire la même chose pour les autres personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi d'autres produits. Ça veut dire quoi? Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vend les chapelets, vous devez faire la même chose pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes en train de le faire. La personne peut être votre ami, vous pouvez discuter pour avoir des informations. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avoir ces interactions, ou c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément vous donner ça, ou si c'est quelqu'un qui cache ces informations, vous devez quand même évaluer son trafic. S'il y a 100 personnes qui sont venues demander des informations sur vos beignets, vous essayez de voir, il y a combien de personnes qui sont venues demander des informations sur le chapelet qu'il vend, sur la Bible qu'il vend. Si vous vous rendez compte que 100 personnes viennent demander les informations sur vos beignets, et celui qui est à côté de vous qui vend les chapelets, il y a 1500 personnes qui viennent lui demander les informations sur son chapelet. En fait, vous devez comprendre que dans l'endroit où vous vous trouvez là, le chapelet intéresse plus les gens que les beignets. Maintenant, le calcul que vous devez faire aussi, c'est de savoir quelle est la marge. Parce que c'est aussi, bon, ça c'est l'étape suivante. Quelle est la marge que vous avez par produit? C'est-à-dire les beignets que vous vendez. Quel est le coût de production de vos beignets? Quelles sont toutes vos charges? Quand vous vendez un beignet, vous gagnez combien par beignet? Ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Ça, c'est un calcul qui vous permet d'évaluer le taux de rentabilité. Et vous devez le faire pour plusieurs produits différents. Donc, vous le faites pour vos beignets. Vous devez aussi le faire pour le chapelet. Vous devez aussi le faire pour la Bible qu'on vend à côté de vous. Vous devez aussi le faire pour le jus qu'on vend à côté de vous. Parce que le but de le faire, ça vous permet de savoir quels sont les produits qui fonctionnent les mieux. Parce que ne vous concentrez pas seulement sur votre produit. Peut-être que vous êtes en train de vous obstiner à vendre un produit, alors qu'à côté de vous, il y a un produit qui fonctionne mieux, qui pourrait vous permettre de gagner plus d'argent, mais vous, vous êtes obstiné à vendre seulement votre produit. Non, observez aussi. Et si vous observez, vous vous rendez compte qu'il y a 1500 personnes qui viennent demander des informations sur le chapelet. Et que sur les 1500 personnes, il y a 1000 personnes qui achètent le chapelet. Et que sur les 1000 personnes qui achètent le chapelet, peut-être disons que le chapelet coûte 100 francs. Ça veut dire que je vais ajouter un zéro et un deuxième zéro. Ça fait 100 000 francs que la personne a vendu le chapelet. Prenons le cas de figure où le coût de production ou alors le coût d'acquisition finale du chapelet, c'est 50 francs. Ça veut dire que la personne a des marges brutes de 50 000 francs durant cette même journée en vendant les chapelets. 50 000. Alors, vous aviez eu 100 personnes qui étaient intéressés, c'est-à-dire 100 prospects, et vous avez eu 20 clients. Et vous vendez peut-être vos beignets à 50 francs. Vous vendez les beignets à 50 francs. 20 clients, ça fait quoi? Ça veut dire que je vais juste ajouter un zéro, je multiplie 5 par 2, ça fait 100. Donc je mets 100 et je mets 2 zéros. Vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Parce que vous avez vendu vos beignets à 20 clients. Les 20 clients, disons, ont acheté un beignet chacun de 50 francs. Donc, ça fait 50 francs fois 20. Je vais refaire le calcul. Ça fait 0, ça fait 0, ça fait 100. Lui, il a vendu les chapelets de 100 000. Vous vendez les beignets de 10 000. Lui, sur les chapelets de 100 000, il a eu des marges de 50 000 bruts après avoir enlevé toutes les charges. Vous avez les marges de combien? Supposons que votre beignet que vous vendez à 50 francs, supposons que ça vous coûte même, la production, c'est peut-être même 10 francs. Supposons que la production, c'est 10 francs. Et que si on prend 10 francs, on multiplie par 20, ça va faire juste 200. Vous voyez qu'en réalité, lui, il gagne plus d'argent que vous. Je veux dire, en vendant les chapelets, il gagne plus d'argent que vous. Il a plus de marge que vous. Ça veut dire qu'en réalité, la suite logique, c'est que vous devez vous intéresser à la vente des chapelets aussi. Fatalement. Vous devez commencer à vendre les chapelets. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Parce que je sais que là, c'est la question maintenant que vous allez vous poser. Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Non, mon frère, non, non. Le business, bon, sauf si l'argent ne vous intéresse pas, sauf si le business ne vous intéresse pas, sauf si vous voulez être un martyr à vie. Vous allez vous obstiner à vendre les beignets, vendre les beignets, vendre les beignets et mourir en vendant les beignets, en devenant le héros mort de la vente des beignets. Non. Non, ne soyez pas le héros qui va mourir en vendant les beignets qui ne rapportent pas d'argent ou qui ne sont pas rentables ou qui ne lui permettent pas d'avoir une performance économique importante. Vous devez aussi observer l'environnement. Quelles sont les marges que je génère en vendant? Est-ce que celui qui est à côté de moi n'est pas en train de générer des marges plus importantes avec son produit? Si oui, il faut que je m'intéresse à vendre plutôt son produit. C'est plus intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour vendre le chapelet.
Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour vendre la Bible. Vous n'avez pas besoin. Est-ce que c'est vous qui allez lire? Est-ce que vous vendez pour vous forcément? Vous avez juste besoin de comprendre le produit parce que vous avez quand même besoin de lire aussi la Bible pour mieux vendre. Parce que ça peut vous donner des arguments pour convaincre un client. Mais vous n'avez pas besoin d'être, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou prêtre. Non, ce n'est pas nécessaire forcément. Voilà les techniques pour vendre hors ligne. Je peux aller beaucoup plus loin que ça. Ça risque juste de prendre trop de temps et ça va finir le direct juste sur cette question. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour vendre. C'est pour ça que je développe un peu plus pour que ça aide les autres qui ont déjà posé des questions concernant cela ou alors ceux qui s'apprêtaient à poser la question et qui n'avaient pas de solution. Parce que ne croyez pas que vendre c'est seulement sur Internet. Non, on peut vendre sans Internet. Vous pensez que... Bon, posez-vous la question. Si on ferme Facebook, on fait quoi? On va arrêter de vendre? Non, on va continuer de vendre. Il y a des techniques pour vendre sans Facebook, sans YouTube, sans WhatsApp, sans tout ça. On peut vendre sans ça. Et je vous recommande d'apprendre à vendre sans ça. Parce que si un jour on ferme Facebook, vous faites quoi? On n'a pas nos plateformes en ligne. Là, je fais un coucou à Alain Ekambi de Dicalo qui est en train de se battre pour que l'Afrique puisse avoir aussi ses propres réseaux sociaux, ses propres messageries instantanées. Parce qu'il a mis sur pied Dicalo et Ubuntu, qui sont des plateformes, des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée purement africains. Parce qu'on peut fermer Facebook à tout moment. Et vous allez arrêter de vendre parce qu'on a fermé Facebook. Et moi, parfois, je vois des personnes qui disent, moi, je fais le marketing digital. Le marketing digital ne veut pas dire que je prends mon produit et me mets sur Facebook tous les jours. Je vends les shampoings, je vends les savons, je fais les statuts tous les jours. Non. Le marketing digital, c'est une application du marketing réel, juste que c'est fait en ligne. Donc, ne croyez pas que vous seriez un con sur le marketing réel et vous allez être excellent sur le marketing sur Internet. Non, vous serez aussi con en ligne. Sauf que ce sera une bêtise internationale. Parce que, en fait, quand vous êtes con dans votre quartier, bon, supposons que dans votre quartier, il y a 1000 habitants. Vous êtes con pour 1000 personnes. Mais quand vous êtes con en ligne, c'est incroyable. Parce que vous êtes con pour des milliards de personnes. Peut-être Facebook a plus de 2 milliards de personnes. Donc, vous devenez un con pour 2 milliards de personnes. Donc, sur 2 milliards de personnes, vous vous installez comme l'étalon de la bêtise. C'est mieux même de rester dans votre quartier. Ne croyez pas que vous allez laisser les techniques de marketing réelles sur le terrain. Vous allez ignorer ça et aller exceller dans le marketing digital. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes principes. Juste qu'on utilise des outils différents. Les outils sont différents cette fois. Les outils sont plus performants, sont plus rapides, vous permettent facilement d'atteindre ce qu'on appelle la scalabilité. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes, qui sont le marketing, la vente, la communication, le branding. C'est la même chose. Ne croyez pas que vous allez abandonner ça. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas se défaire de la lecture, mes amis. Ne croyez pas que vous allez échapper à la lecture. La lecture, c'est important. La formation est indispensable. Qu'importe votre secteur d'activité, c'est indispensable de se former. Donc, si vous croyez que, voilà, comme il y a Internet aujourd'hui, je vais créer ma page, je vais prendre mes produits, je vais saturer les gens avec, je vais mettre les statuts, je vais vendre. En fait, vous allez utiliser vos produits vous-même. C'est comme ça que ça va finir. Le savon que vous allez fabriquer là, vous allez vous laver avec ça vous-même. Vous allez laver vos enfants avec. Et vous allez vous battre pour que vos enfants aillent même manger en route pour payer ou pour acheter le savon pour continuer de se laver avec. Parce que vous n'arrivez à vendre à personne. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ils ne sont pas obligés de lire. Ils ne sont pas obligés de se documenter. Ils ne sont pas obligés de se former. Mais ils vont réussir à vendre, à faire le marketing, à croître. Non, mon frère, il faut apprendre. Tout le monde a besoin de se former. Et c'est quand on est sur le terrain qu'on comprend le besoin de se former. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on a toujours l'impression que ça ne sert à rien. Que non, dis donc, les Claudel là, il raconte des bêtises en ligne. Il connaît même quoi, dis donc. Il a vendu quoi, on a vu. Est-ce qu'il est milliardaire lui-même? Va vendre. Et c'est quand tu vas vendre pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, 1 an, que tu vas comprendre que tu as besoin de te former. Ou que tu as besoin d'avoir un réseau. Parce que je peux aussi parler de la vente en ligne à travers des réseaux. C'est par exemple ce qu'on utilise dans le marketing relationnel. Ça aussi, ce sont des techniques. Il y en a tellement de techniques. Je ne peux pas lister toutes les techniques. Ça prendrait trop de temps. Peut-être prochainement, je vais faire une formation sur comment vendre en ligne. C'est-à-dire comment vendre sans Internet. Peut-être ça pourrait aider certaines personnes. Si vous êtes intéressé par une formation de ce type, vous mentionnez ça en commentaire ou vous m'écrivez en inbox. Si le besoin est intéressant, je pourrais peut-être la semaine prochaine faire une formation dessus qui va se dérouler aussi en ligne pour que qu'importe l'endroit du monde à travers lequel vous vous trouvez, vous puissiez en bénéficier. Voilà, je vais prendre une autre question. Alors, je cherche une autre question.
Oui, Harry, tu essayes de vendre, essaye de vendre sans les réseaux sociaux, c'est très bien. Il faut essayer de le faire parce que voilà, ça va te permettre de bien comprendre. Alors, docteur, comment transformer un talent comme l'éloquence en service commercialisable et se faire de l'argent avec ça? Alors, c'est une très belle question. C'est vrai que j'y ai déjà répondu parce qu'il y a une première question qu'on a posée au début en ce qui concerne comment monétiser la danse. Et j'ai répondu en prenant en considération tous les secteurs d'activité. En réalité, il faut savoir que quand vous avez un talent, le talent peut se décliner dans plusieurs disciplines différentes. Parce que je prends peut-être un exemple. Si vous êtes éloquent, ça peut se décliner en plusieurs disciplines. Vous pouvez être éloquent et vous devenez un conférencier. Et vous commencez à monétiser votre talent à travers les conférences que vous donnez où vous apprenez à d'autres personnes comment être éloquent. Ça aussi, c'est une manière de monétiser. Vous pouvez être éloquent et vous décidez d'utiliser ça par exemple. Moi, par exemple, je suis très intéressé des personnes en ligne qui font des formations sur comment draguer, sur la drague. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en médecine, j'étais tellement, tellement timide, tellement introverti que je passais mon temps à lire des livres sur la drague. J'ai déjà lu plus de 15 livres sur la drague uniquement. Dans ma machine, j'ai des livres pleins qui ne parlent que de la drague. Je veux par exemple citer la drague pour les nuls. Alors, et moi, je passais dans mon temps à lire ça parce que je voulais apprendre. Peut-être il y a des techniques pour draguer, des techniques pour savoir comment on fait pour accoster une fille et tout. Et ceux qui faisaient ces formations, dont je bénéficiais et je consommais ça comme de la drogue, c'était des personnes très éloquentes. Tu vois, donc l'éloquence peut être utilisée dans plusieurs secteurs d'activité. L'éloquence peut être utilisée pour être un bon commercial. Tu peux être un très bon commercial pour une entreprise si tu es quelqu'un d'éloquent. Tu peux parler d'un produit avec tellement de pertinence. Tu peux transformer ton éloquence en quelqu'un qui fait de la voix off. Tu peux te former en voix off pour faire de la voix off pour des spots ou alors pour des vidéos ou alors pour des contenus publicitaires. Je veux dire, c'est à toi de voir quel est le segment de marché dans lequel tu souhaites monétiser la compétence que tu as. Et dès que tu auras identifié, tu utilises juste la même technique que j'ai expliqué tout à l'heure. Première étape, c'est de travailler le côté technique. Ça veut dire que tu dois te former toi-même pour avoir quand même un étalon de compétences. Deuxième étape, c'est le côté business qui prend en considération ce qu'on appelle la valeur perçue. Tu dois travailler ta visibilité. Il faut que dans ton entourage, tout le monde sache que tu es quelqu'un d'éloquent. Il faut que tout le monde, tout le temps, tu prennes la parole, tout le temps, tu fasses des vidéos si tu es en ligne, que tu communiques tout le temps sur l'éloquence, sur l'art, de l'art oratoire et tout ce que ça comporte. Il faut que tu travailles sur la discipline, c'est-à-dire que tu dois le faire régulièrement. Il faut que tu travailles sur ta notoriété. Il faut que tu participes à des événements. Il faut que partout où on parle d'éloquence, d'oratoire, que tu sois présent. S'il y a des événements qui en parlent, il faut que tu sois là. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça installe les talons dans ton environnement immédiat et même élargi du fait que lorsqu'on parle d'éloquence, tu es une personne de référence. Et c'est comme ça qu'on va commencer à te recommander ou alors qu'on va commencer à te contacter pour bénéficier de tes services. En plus des services que toi-même tu peux confectionner, comme ce que j'ai expliqué antérieurement, afin de pouvoir les proposer. Donc, j'ai déjà très bien expliqué comment le faire antérieurement. C'est pour ça que je ne vais pas détailler davantage. Alors, il y a Mohamed qui dit « Bonsoir docteur, je voudrais ouvrir un pressing avec mon ami qui est déjà blanchisseur pendant presque 2 ans. Et nous cherchons des financeurs pour notre projet. Est-ce une bonne idée de se lancer? » Alors, est-ce que c'est une bonne idée? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'éléments avec ta question pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais je vais quand même te donner quelques informations ou alors quelque chose qu'il va falloir faire si vous cherchez des investisseurs. La première chose qu'il va falloir faire, c'est le reporting financier. Ça veut dire, il va falloir essayer de retracer la comptabilité des 2 années de ton ami qui a fait la blanchisserie. C'est-à-dire, faire une sorte de bilan des 2 dernières années. Parce que l'investisseur, lui, veut avoir les chiffres. Il veut se rassurer que quand il met son argent quelque part, il ne va pas perdre son argent. Et pour ça, il a besoin d'avoir un document qui lui présente de manière lisible votre activité. Donc, il va d'abord falloir faire un bilan sur ces 2 années. Ensuite, il va falloir analyser le comportement des clients par rapport à votre activité. L'avantage, c'est que ton ami a déjà 2 ans d'expérience. Donc, c'est possible d'analyser, par exemple, quel est le type de vêtements que les gens font laver le plus. Quel est le chiffre d'affaires moyen qu'il génère par mois, par exemple, ou par semaine ou par jour. Quelle est la marge qui se fait en lavant les vêtements. Quel est le temps même qu'il prend pour laver les vêtements. Pour voir si ce n'est pas pertinent plutôt d'acheter une machine qui va être plus rentable sur le long terme. Je veux dire, il y a beaucoup de calculs qu'il faut faire
pour déterminer exactement déjà si le projet est pertinent, s'il est rentable, s'il est réplicable sur le long terme, sur un public beaucoup plus important. S'il y a d'autres techniques qu'il faut utiliser, il faut pouvoir évaluer le besoin. Il faut pouvoir évaluer les manquements du projet pour voir quelle est l'architecture, quels sont les dispositifs, quel est le plateau technique qu'il faut mettre en place afin de pouvoir combler à tous ces différents besoins-là. Et ensuite, c'est ça qui va permettre de définir le besoin en financement. C'est ça qui va permettre de définir combien est-ce qu'il faut pour pouvoir rentabiliser ce projet avec un investissement beaucoup plus important. Ça va aussi permettre d'évaluer au quotidien, par exemple, j'ai envie de dire, la crédibilité même de ton partenaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez dit un partenaire en affaires, c'est comme le mariage. Et le mariage, je pense que vous savez que c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Parce que vous pouvez avoir un partenaire qui détruit votre projet. Ça arrive très régulièrement. Donc, il y a beaucoup d'éléments à analyser avant de savoir si c'est pertinent de prendre un financement externe ou alors d'abord de continuer. Parce que si vous ne pouvez donc pas retracer tout ça, vous pouvez donc décider de continuer à exercer cette activité pendant un certain nombre de temps pour pouvoir commencer à faire une comptabilité rigoureuse qui va permettre de faire ressortir toutes ces statistiques importantes pour les investisseurs. Et c'est après ça qu'on va essayer d'analyser s'il est pertinent, soit de faire soit d'autofinancer vous-même, parce que c'est possible qu'on puisse optimiser l'activité pour dégager une marge afin de pouvoir autofinancer beaucoup plus facilement sans avoir besoin de prendre des financements externes, ou alors si c'est nécessaire de prendre des financements externes. Et si oui, selon quelle modalité? Est-ce que c'est en equity? Est-ce que c'est un prêt qu'on va faire? Est-ce que c'est une levée de fonds? Si oui, quel montant? Bref, il y a beaucoup d'analyses qu'il faut faire. Je ne pourrais pas donner toutes les réponses à ça parce que je n'ai pas tous les éléments. Donc, tu peux m'écrire en inbox, on peut prendre un rendez-vous et puis je pourrais avoir tous les détails du projet pour pouvoir l'analyser de manière beaucoup plus approfondie. Voilà, donc ça c'est pour la réponse à la question. Alors, bonjour docteur, comment vendre all-in? Comment vendre all-in avec ces cercles d'influence qui n'ont pas de moyens pour payer? Je ne comprends pas bien la question. Si tu peux la reformuler. Je ne comprends pas très bien la question. Alors, bonsoir docteur, que faire d'un stock qui s'écoule difficilement pendant qu'on paye continuellement le loyer? On appelle ça la lecture de l'heure, mon frère. Tu es en train de lire l'heure. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que tu as un stock important de produits, mais sauf que la vitesse de sortie des produits n'est pas suffisamment importante pour que tu puisses épuiser le stock sans que ça ne t'épuise sur le plan financier. Et là, je comprends ce que tu vis parce que j'ai déjà vécu ça aussi. C'est-à-dire que tu as des stocks de produits quelque part, tu payes le loyer chaque mois. Et c'est même pas seulement le loyer que tu payes. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le fait que les produits restent stockés, ça a un coût. Ça, il faut le savoir. Parce que le produit a une durée de vie. Le produit n'est pas fabriqué pour être gardé. Donc, le fait que le produit soit stocké a un coût. Le fait que ce soit stocké quelque part, ça occupe de l'espace et ça a un coût. Le fait qu'il faut sécuriser les produits, ça a un coût. Parce que tu ne vas pas mettre tes produits quelque part et ne pas garder. C'est-à-dire que celui qui se charge de garder les produits là, il a aussi un coût pour pouvoir sécuriser ça. Et si cette personne, c'est toi, ça a un coût parce que ton temps a un coût. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'heure. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? En fait, le problème, il est simple. Il faut faire un audit sur tes procédés, sur le plan du marketing, sur le plan de la communication et sur le plan de la vente. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'on audite comment est-ce que tu communiques sur ton produit. Il faut qu'on audite comment est-ce que tu fais le marketing de ton produit. Il faut qu'on audite comment est-ce que tu vends ton produit. Il faut qu'on audite. En fait, il faut qu'on fasse tout ce que j'explique depuis le début parce que ça n'a pas été fait. Il faut qu'on étudie le profil des clients qui achètent en général ton produit. Il faut qu'on étudie l'environnement dans lequel tu vends tes produits. Qu'on étudie les produits similaires qui se vendent, comment est-ce que ces produits se comportent par rapport au marché. C'est ça qui va permettre de définir la stratégie optimale qui va nous permettre de comprendre quel est le meilleur moyen de les écouler le plus rapidement possible. Donc malheureusement, je ne peux pas avoir tous ces éléments comme ça parce qu'il y a beaucoup d'informations que je dois avoir avant de pouvoir te donner des stratégies beaucoup plus optimales. Donc tu peux me contacter en inbox, on prend un rendez-vous pour une consultation et puis pendant la consultation, je vais avoir toutes ces informations que certainement tu ne peux pas donner en ligne parce que ce sont des informations quand même confidentielles et qu'on va donc exploiter afin de pouvoir te permettre de pouvoir écouler tes produits beaucoup plus facilement. Mais c'est une lecture de l'heure, c'est une forme de lecture de l'heure en fait. Lecture de l'heure dans l'unité de stockage.
Alors, comment faire pour devenir très persuasif, docteur? Première étape, il faut se former, mon frère, fatalement. On va revenir à la formation. En fait, la formation, c'est le mot-clé même peut-être de tout ce que je dis depuis le début. Hein. Peut-être c'est même ça le mot-clé. Parce que je n'ai pas voulu mettre un thème à ce direct. J'ai juste dit causerie intellectuelle du dimanche. En disant que chacun pose ses questions. Mais finalement, ça risque d'être ça le thème final. Hein. Formez-vous. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous former en ligne. Va par exemple sur un moteur de recherche. Tu tapes comment, tu mets devenir et tu mets persuasif. Tu ajoutes PDF. Tu vas voir beaucoup de documents qui parlent de la persuasion. Tu peux taper les mêmes mots-clés sur YouTube ou sur un autre moteur de recherche vidéo. Tu vas voir beaucoup de vidéos. Première étape, il faut te former. C'est la première étape. Maintenant, ça, c'est la formation théorique. Après, il faut la formation pratique. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'art de la persuasion au quotidien. Soit auprès de personnes qui ont cette compétence-là, qui vont t'apprendre en faisant. Parce qu'on devient persuasif en faisant. Mais sauf que pour faire de manière excellente, il faut comprendre l'art. Et l'art, c'est l'apprentissage. Apprentissage veut dire que tu dois d'abord comprendre les techniques théoriques. Il faut comprendre d'abord la théorie afin d'exceller dans l'art pratique. Donc moi, je te recommande, d'abord de te documenter. Il y a des documents en ligne qui sont gratuits. Il y a des vidéos gratuites que tu peux lire, que tu peux suivre. Tu peux te documenter pour comprendre quelles sont les techniques pour être persuasif, quels sont les secrets même de la persuasion, quelles sont les techniques de manipulation qu'on utilise pour être persuasif. Ça, au moins de manière théorique, tu dois pouvoir comprendre comment ça se passe. Tu dois pouvoir lire au moins 2, 3, 4, 5 livres sur la persuasion. Ensuite, il faut que tu identifies les personnes que tu considères comme étant tes modèles dans le domaine de la persuasion et que tu te rapproches de ces personnes, que tu essaies d'apprendre de ces personnes. Si c'est un coût, tu payes le coût. Si tu peux apprendre gratuitement auprès de ces personnes, c'est magnifique. Tu te rapproches d'elles, tu essaies d'être avec ces personnes, tu vois les techniques que ces personnes utilisent. Et troisième étape, tu pratiques. Tu commences par exemple à faire des directs comme ceci. Tu commences par exemple à essayer de vendre des produits. Tu commences par exemple à essayer de faire des vidéos. En fait, je veux dire, ce que tu as appris de manière théorique, tu commences à pratiquer. Parce que c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer. C'est en évaluant les résultats que tu obtiens en pratiquant que tu vas t'améliorer. Parce qu'on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Comme je l'ai dit antérieurement. Donc, je pense que pour toutes les autres personnes qui ont le même style de questions, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a Jeff qui dit... bonsoir l'assassin, quelle est la meilleure stratégie pour se lancer dans le commerce en ligne, Amazon ou bien le dropshipping? Alors la réponse que je vais te donner, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie pour se lancer dans le commerce en ligne. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient vous dire que j'ai la meilleure stratégie pour se lancer dans le commerce en ligne, la personne vous ment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en considération avant de définir une stratégie pour faire du commerce en ligne. Je veux dire, le commerce en ligne, si vous vendez par exemple cet agenda et une autre personne vend ce livre, vous n'aurez pas la même stratégie pour vendre en ligne. La stratégie sera différente puisque le produit est différent. Le produit ne touche pas aux mêmes cibles et les cibles ne se trouvent pas au même endroit. Si par exemple vous vendez ce stylo et une autre personne vend ce casque, vous n'allez pas vendre en ligne de la même façon puisque vous ne vous adressez pas aux mêmes personnes. La cible n'est pas la même. Donc vous ne pouvez pas utiliser exactement la même stratégie. Et il n'y a pas une stratégie idéale, il n'y a pas la meilleure stratégie, non. La meilleure stratégie est celle qui fonctionne en fonction de votre produit, en fonction du produit que vous vendez en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est de voir quel est le produit que vous voulez vendre. Dès qu'on a identifié le produit, on fait tout ce que j'explique depuis le début, c'est-à-dire on va décomposer le produit, on va essayer de comprendre exactement quel est le segment de marché que vous voulez toucher, quelle est la population cible que vous souhaitez conquérir avec votre produit. Et c'est en fonction de tous ces paramètres, quel est le positionnement que vous souhaitez obtenir, ce qu'on appelle la méthodologie SCP, segmentation, ciblage et positionnement. Dès qu'on aura fini de faire cette analyse, on pourra savoir quel est le segment que vous voulez toucher et c'est ça qui va nous permettre de définir la stratégie la meilleure pour vendre ça en ligne. C'est après ça qu'on saura si c'est Amazon qui est meilleur, si c'est en faisant du dropshipping qui est meilleur, si ce n'est même pas en créant juste une page sur un réseau social ou même dans un groupe. Ça va dépendre, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et surtout en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre qu'on saura quelle est la meilleure stratégie. Donc en fait, il n'existe pas une meilleure stratégie pour tout. Non. Bonsoir docteur, j'aimerais savoir comment mettre en place une épicerie. Alors, là aussi c'est une question qui est vague, à laquelle on ne peut pas donner une réponse définitive. Parce que si c'est Dangote qui me pose la question, je ne vais pas répondre comme si c'est quelqu'un qui a un capital de 100 000 francs. Tu vois, je ne vais pas leur proposer la même stratégie. Donc, la stratégie dépend de vos moyens.
La stratégie dépend de l'objectif que vous souhaitez atteindre. La stratégie même dépend de ce que c'est que l'épicerie. L'épicerie, c'est quoi? Est-ce que l'épicerie, c'est une boutique physique? Est-ce que l'épicerie, c'est une boutique en ligne? Est-ce que l'épicerie, c'est le fait de représenter une marque qui fait des produits d'épicerie? Est-ce que l'épicerie, c'est de distribuer le produit de quelqu'un d'autre qui a déjà un produit dans le domaine de l'épicerie? Tu vois qu'il y a beaucoup d'approches possibles sur le plan stratégique. Et je ne peux pas dire quelle est l'approche optimale parce que même l'approche va dépendre des moyens. L'approche va dépendre de l'objectif qu'on veut atteindre. L'approche va dépendre de la rentabilité. L'approche va dépendre du contexte dans lequel on se trouve, de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, je ne peux malheureusement pas répondre objectivement à cette question sans avoir tous ces éléments. C'est lorsque j'aurai ces éléments que je pourrais dire objectivement, voilà ce qu'il faut faire en fonction de ta spécificité. Parce que le problème, c'est que chaque projet a une spécificité qui est liée au porteur du projet et au contexte dans lequel le porteur du projet se trouve. Donc, il n'y a pas une stratégie qui est standard pour tout le monde, non. La stratégie, c'est en fonction de chaque spécificité. Alors, je vais prendre encore peut-être 2 autres questions avant de clôturer le direct. Alors, s'il vous plaît, ça c'est Daniel, s'il vous plaît, c'est quand votre tournée au Togo? Peut-on avoir le titre du livre de la vente? Alors, la tournée au Togo, ce sera avant la fin de cette année. Nous sommes en train de travailler avec un partenaire qui doit nous inviter au Togo. C'est le docteur Sylvestre. Je lui fais déjà même un coucou ici en passant. Et voilà, normalement, avant la fin de cette année, on devrait avoir une tournée au Togo. De toutes les manières, vous serez informés dès que toutes les informations seront déjà calées. Alors, le livre que je suis en train de vous présenter depuis le début, il s'appelle Le Grand Livre de la Vente. Le Grand Livre de la Vente. C'est un livre de Nicolas Caron. Il est disponible sur pratiquement toutes les plateformes de vente en ligne. Vous pouvez trouver ça sur Amazon ou sur n'importe quel site de vente en ligne. Ou vous tapez ça sur les moteurs de recherche, vous allez voir. Donc, le grand livre de la vente. Technique et pratique des professionnels de la vente. C'est un très bon livre. Il fait près de 700 pages sur la vente et il est vraiment magnifique. Alors, je vais prendre certainement une dernière question. Alors, docteur, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat sans finance? Un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat sans finance. Ça, c'est une très belle question. Et ma réponse sera peut-être dramatique. Si vraiment, toi qui poses cette question, tu n'as vraiment pas de finances, vraiment, si c'est que tu n'as pas de finances pour te lancer, tu as envie de te lancer, mais tu n'as pas de finances, voici ce que je vais te recommander de faire. Actuellement, je suis en train de faire un direct sur Facebook et tu es en train de suivre le direct. Ça veut dire que pour suivre ce direct, tu as mis des datas dans ton téléphone. Certainement, parce que ton téléphone ne fonctionne pas avec le charbon. Donc, tu as mis des datas dans ton téléphone pour suivre le direct. Le direct est déjà à combien d'heures, je ne sais pas. Ce qui est sûr, on a déjà dépassé 1 heure. Donc, ce qui est sûr, tu n'as pas mis 100 francs de data. OK. Deuxième chose, c'est que pour suivre le direct, il faut quand même que tu aies l'application Facebook dans ton téléphone. Parce que tu ne peux pas suivre le direct, je veux dire, sur un téléphone qui ne prend pas d'application. Ce n'est pas possible. Il faut que tu aies un smartphone quand même pour suivre le direct. Donc, ça veut dire que, Emmanuel, tu as un smartphone, n'est-ce pas? Voilà. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails du type de smartphone que tu as, la marque, le prix, machin. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais quand même, c'est que un smartphone, ça a quand même un certain prix. Il y a des smartphones qui coûtent 1 million, il y a des smartphones qui coûtent 500 000, il y a des smartphones qui coûtent 100 000, 50 000. Mais je vais prendre le prix le plus petit. Supposons que ton smartphone coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Francs CFA. 10 000. Donc, ce que je vais te recommander de faire, dès que le direct va finir, tu enlèves la puce dans ton téléphone et tu vends ton smartphone à 10 000. Si tu ne trouves pas de client, moi, je vais l'acheter à 10 000. Tu me contactes inbox, je te donne 10 000 ou je t'envoie ça par une monnaie électronique et tu me donnes le téléphone. Et maintenant, avec les 10 000 là, ce que tu vas faire avec les 10 000, c'est que tu vas aller au marché de ta ville, le marché le plus populaire qu'il y a dans ta ville. Tu vas arriver là-bas au marché. Tu vas par exemple dans l'endroit où on vend les vêtements.
Mais tu pourrais le faire dans n'importe quel endroit. Ça peut être l'endroit où on vend les condiments, ça peut être où on vend les vêtements, ça peut être où on vend les chaussures, n'importe où. Tu rencontres peut-être quelqu'un qui vend les chaussures. Tu lui dis, grand frère, je vais t'aider à vendre tes chaussures. Si je réussis à faire que quelqu'un achète une chaussure, tu me donnes combien? Vous discutez, il te dit peut-être, je vais te donner 5%. Tu prends les 10 000 là. Tu regardes le nom de sa boutique. Si sa boutique s'appelle peut-être Emmanuel Shopping, tu prends les 10 000 là. Tu achètes un t-shirt. Il y a les t-shirts qu'on vend à la friperie. Et l'avantage, c'est qu'il y a les t-shirts qu'on vend à la friperie à 500, 200, 300. Tu achètes même 10 t-shirts ou tu achètes 7. Supposons que le t-shirt c'est 200. Tu achètes 7, non, tu achètes 10 t-shirts, ça fait 2000. Tu vois les gars qui floquent sur les t-shirts là. Tu dis que tu veux floquer tes 10 t-shirts. Ils vont te floquer ça maximum à 100 francs ou 200 le t-shirt. Tu floques encore, disons qu'ils floquent même à 200, ça fait 4000. Tu floques les 10 t-shirts. Chaque jour tu portes un t-shirt, tu vas là-bas, tu te places devant sa boutique. Tu te balades dans les environnements, dans l'environnement de sa boutique. Chaque fois que les gens passent là, tu les accoustes, tu leur dis, il y a une chaussure magnifique pour toi. Quand je vois ton vêtement là, la seule chose qui manque, mon frère, c'est la chaussure ici. Si tu as ça, mon frère, tu seras Esa Sapologie. Tu seras Esa Congolais dans la capitale. Tu le fais, tu prospectes les gens tous les jours. Tu te donnes un objectif à atteindre. Je dois prospecter au moins 100 personnes par jour. Tu accoustes 100 personnes. À la fin de la journée, tu vois sur les 100 combien ont acheté. Si personne n'ont acheté, tu te donnes un objectif plus élevé le lendemain. 200 personnes. Dès que tu vas avoir un client, 2 clients, 3 clients, 5 clients, tu commences à faire l'analyse que j'ai présentée tout à l'heure. Tu analyses le profil de tes clients pour savoir ceux qui achètent le plus. Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que c'est les personnes qui achètent pour offrir à une autre personne? Et quand tu vas vendre une chaussure, si la chaussure coûte peut-être 20 000 et que tu as 10% par exemple, 20 000, ça fait quand même 2 000. Même si tu as 5%, ça fait quand même 1 000 francs par chaussure. Si tu vends 5 chaussures par jour, ça fait quand même 5 000. En 10 jours, ça fait 50 000. En 30 jours, ça fait 150 000. Voilà ce que tu dois faire pour te lancer sans finance. Parce que tu crois que tu n'as pas de finance, alors qu'en réalité, tu en as beaucoup. Parce que ton téléphone, déjà, c'est un financement. Le crédit que tu utilises pour te connecter sur Internet, c'est un financement. Ton cerveau, c'est un financement. Parce que la stratégie que je viens de te donner, c'est du cerveau. Tu n'as pas besoin de l'argent d'un compte bancaire pour développer une stratégie comme celle-là. Et à force de vendre, je ne dis pas que tu vas faire ça pendant 10 ans. Tu vas le faire peut-être pendant 6 mois. Tu vas maîtriser comment ça fonctionne. Tu vas aussi analyser l'environnement, ce qui fonctionne mieux. Et le petit capital que tu es en train de te faire va te permettre toi-même d'acheter ta propre marchandise. Avec ta propre marchandise, tu auras des marges un peu plus élevées. Tu auras déjà une base de données clients qui ont déjà acheté des chaussures chez toi et qui savent que tu es quelqu'un de fiable qui vend des chaussures de qualité. Tu pourras les prospecter pour vendre cette fois tes propres chaussures avec tes marges plus importantes. Et au fur et à mesure, tu fais ta comptabilité, tu fais tes reportings financiers, tu évalues ta rentabilité, tu fais tes rapports chaque jour, tu fais tes rapports hebdomadaires, tu fais tes rapports mensuels, tu tiens une bonne comptabilité. Quand tu viens en ligne, tu ne viens plus seulement suivre les vidéos, regarder le divertissement. Tu viens en ligne, tu télécharges des livres qui parlent de la comptabilité, tu apprends. Tu télécharges des livres qui parlent du marché de la chaussure, tu apprends. Tu télécharges des livres qui parlent du marketing, qui parlent de la communication. Tu regardes des formations qui parlent de la vente. Tu apprends pour vendre mieux. Et quand tu vas mieux vendre, tu vas bien faire ta comptabilité. Tu vas commencer maintenant à acheter un autre téléphone. Ce téléphone, ça ne sera plus juste pour te divertir. Ce sera pour communiquer sur tes produits en ligne, communiquer sur tes chaussures en ligne, communiquer sur tes services en ligne. Et quand tu vas communiquer en ligne, tu vas donc passer à la deuxième étape de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur perçue, où tu travailles sur ta visibilité, tu travailles sur ta notoriété. Avec discipline au quotidien, tu vas t'installer comme une référence de la chaussure parce que ton carnet d'adresse client ne va faire qu'augmenter. Et quand tu vas le faire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, les gens vont te supplier pour investir dans ton projet. Parce que ce sera un honneur pour eux d'investir dans ton projet parce qu'ils sauront qu'en investissant, tu vas gagner de l'argent. Et c'est à cette étape où tu pourras te dire, est-ce que je ne peux pas créer ma marque de chaussures? Est-ce que je ne peux pas rencontrer des personnes qui fabriquent la chaussure et moi je mets sur mesure dessus? Et ça devient donc une marque de chaussures sur mesure. Cette marque va donc être mon histoire. L'histoire de celui-là qui n'avait pas de financement, qui a suivi la vidéo de Claudel un jour en direct. Claudel lui a dit comment faire. Il allait se lancer dans la rue avec 10 000 francs. Il s'est battu pendant 1 an. Il a serré la ceinture jusqu'à couper
et il a réussi à atteindre un certain niveau. Il maîtrise déjà le marché de la vente de la chaussure. Ça veut dire que quand vous allez lui donner votre argent, cet argent va permettre qu'il étende son réseau de manière beaucoup plus importante et ça va vous permettre de gagner de l'argent et lui, ça va lui permettre de s'enrichir. C'est tout ce que je te recommande de faire. Ne dis plus que tu n'as pas de financement. Tu as trop d'argent parce que ton cerveau n'a pas de valeur. Tes membres n'ont pas de valeur. Il y a des gens qui ont perdu leur œil pendant un accident, qui paieraient des milliards pour avoir l'œil que tu as et qui, pour toi, tu dis que tu n'as pas de financement alors que ton corps, déjà, c'est une valeur illimitée. Tu as beaucoup d'argent, c'est juste que tu dois commencer à transformer cet argent potentiel qui est ton corps, qui est ton savoir, qui est ton intelligence, en argent qui va donc se transférer dans ta poche ou dans ton compte bancaire. J'espère que tu sais désormais ce que tu dois faire et comment tu dois procéder. Alors, c'est la dernière question. Ça va être trop long de continuer, mais j'espère au moins qu'aujourd'hui, parce que parfois je n'ai pas du temps pour répondre à tous les commentaires sur les publications. Parfois, c'est difficile et c'est pénible de répondre à toutes les personnes qui écrivent en inbox. Parfois, c'est pénible. Déjà, je m'en excuse parce que ce n'est pas humainement possible de travailler au quotidien et d'être en même temps en ligne, répondre à tout le monde. Ça, c'est très compliqué de le faire. Parfois, j'essaye de le faire, mais c'est très difficile. Mais j'ai donc profité de cette occasion pour que peut-être une fois par semaine, je puisse répondre à quelques questions comme ça à la volée. Et chaque fois que je réponds à une question, j'essaye de développer au maximum pour que ça puisse aider ceux peut-être qui n'ont pas pu poser la question mais qui avaient le même problème ou ceux qui ont posé d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu spécifiquement mais dont les réponses à mes questions leur permettent aussi d'avoir des réponses à leurs questions. Donc désormais, une fois par semaine, on va faire une sorte de causerie comme ça le dimanche où je vais partager mes minuscules connaissances avec vous, avec ceux qui sont intéressés. Et si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être intéressées par rapport à ce type de contenu, n'hésitez pas à leur recommander de s'abonner à ma page ou alors de partager le direct ou alors de faire en sorte que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce type de contenu parce que peut-être vous, ça ne vous sert à rien, mais peut-être en partageant cela avec quelqu'un, ça pourrait permettre à cette personne de sortir de la dépression, de sortir même de la pauvreté ou de sortir même d'une situation macabre sur le plan économique. Donc, c'est notre manière aussi de partager. Si vous ne pouvez pas faire un direct vous-même, vous pouvez partager le direct. Vous pouvez permettre à d'autres de bénéficier de ça. C'est aussi votre manière de contribuer à ce que nous sommes en train de faire puisse se développer. Donc déjà, merci à toutes les près de 300 personnes qui étaient connectées de manière continue durant tout ce direct. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Je vais juste partager quelques petites actualités de ce que nous faisons avant de conclure le direct. Alors, une actualité, c'est le 13 août, le vendredi 13 août, il y a une formation que je vais donner sur les levées de fonds. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent régulièrement pour dire « je souhaite lever des fonds, j'ai envie de développer mon projet et je n'ai pas pu obtenir des financements bancaires, j'ai envie de pouvoir lever des fonds ». Donc, le 13 août à Yaoundé, ce sera à l'hôtel Mancel, je vais donner une formation sur comment lever des fonds en partageant notre expérience parce que la Startup Academy et moi-même avec mes projets individuels, depuis 6 ans, nous avons levé plus de 2 milliards déjà. Donc, je vais partager notre expérience avec vous durant cette formation. C'est une formation qui va se dérouler en ligne aussi. Donc, si vous souhaitez suivre cette formation à distance, ce sera possible. Donc, si vous souhaitez bénéficier de la formation sur la levée de fonds, vous écrivez soit en commentaire ou alors vous écrivez en inbox et vous allez avoir toutes les informations. D'ici quelques jours, vous allez avoir le visuel qui présente cette formation, la vidéo et tous les autres détails afin de pouvoir vous inscrire. Donc, ça, c'est la première actualité. Deuxième actualité, au mois d'août, nous allons nous installer en Côte d'Ivoire. Donc, nous étions en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours durant le CIFA. Et après le CIFA, qui est dans le sommet de l'indépendance financière africaine que nous avons organisé en partenariat avec la Wikanda Academy. Là, je fais un coucou à Yann Amon depuis la Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé d'ouvrir un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire au mois d'août 2021. Donc, c'est une initiative à laquelle vous aussi, vous pourriez y participer. Donc, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas, vous pouvez rejoindre la Startup Academy Côte d'Ivoire pour participer à l'ouverture de ce siège, soit en étant un membre, soit en étant un investisseur par rapport à ce nouveau projet que nous sommes en train d'implémenter. Donc ça aussi, c'est une actualité. Si vous souhaitez bénéficier de toutes les informations concernant le fait de devenir membre de cette nouvelle initiative en Côte d'Ivoire ou alors de devenir investisseur ou actionnaire de ce projet en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous contacter en inbox, vous pouvez écrire en commentaire ou alors vous pouvez laisser vos coordonnées et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations afin que vous puissiez
rejoindre cette aventure. Alors, une autre actualité, c'est le Numbissier Resource Centers dont je vous ai partagé quelques images et un extrait vidéo. Il y a de cela un jour, je pense, c'était hier, j'étais là-bas pour voir l'évolution des travaux. Donc, nous sommes en train d'évoluer de manière très dynamique afin de pouvoir vous livrer cet espace magnifique dans quelques jours. Et voilà, c'est un espace vraiment incroyable. Là, je fais un coucou à Jacquino Maï, qui est le directeur général de Ferromac SARL, qui est dans cette entreprise qui est en train de réaliser les travaux qui ont été designés par l'architecte Steve Tala de Africa Builder. Donc, je fais un coucou à ces deux jeunes qui sont extraordinaires, qui font un travail magnifique. De toutes les manières, vous avez vu leurs travaux, j'ai publié cela. Vous allez voir encore le rendu final lorsque nous allons terminer. Et voilà, dès que ce sera prêt, je vais vous communiquer tout ce qu'il faut pour participer à l'inauguration de cet événement incroyable. Nous avons réalisé une vidéo documentaire pour vous présenter point par point comment est-ce que nous avons mené de bout en bout ce projet pour que vous puissiez voir que voilà, en Afrique, nous avons des personnes excellentes. Une autre actualité, c'est l'usine de sur-mesure dont la construction a déjà commencé. C'est toujours fait par l'entreprise Ferromac SARL de Jacquino Maï. Je vous recommande de contacter cette entreprise si vous avez des travaux de construction au Cameroun, si vous avez des travaux dans le bâtiment ou dans les réfections, dans tout ce qui concerne le bâtiment. C'est une entreprise, si moi je vous dis qu'une entreprise est excellente, c'est que je pèse mes mots parce que j'apprécie difficilement avec certains qualificatifs. Surtout que je suis sur le terrain et je sais ce qui se passe. Donc, si vous êtes dans le bâtiment, si vous avez des travaux de construction ou de réfection ou n'importe quoi, et vous recherchez une entreprise qui ne va pas vous casser la tête, à qui vous allez confier les travaux et dormir tranquille, je vous recommande fortement l'entreprise Ferromac SARL. C'est une entreprise qui est disponible sur Facebook. Vous pouvez taper Ferromac ou alors vous tapez Jacquino Maï. J'ai d'ailleurs même fait une publication sur lui et sur l'architecte Steve Franklin Tala qui est un virtuose de l'architecture avec son entreprise Africa Builder qui est aussi sur Facebook. Donc, si vous avez besoin des travaux d'architecture, des travaux de conception ou des réfections et vous avez besoin des designs architecturaux afin de pouvoir le faire, je vous recommande Steve Franklin Tala avec son entreprise. Ça, c'est une autre actualité. Alors, autre actualité, c'est le fait que voilà, la Startup Academy est en train de se développer de manière dynamique. Vous avez notre siège. Là, je suis en train de faire ce direct depuis le siège de la Startup Academy à Yaoundé. Et voilà, on a un siège de Startup Academy à Douala aussi. Je fais un coucou aux membres de la Startup Academy partout à travers le monde parce qu'aujourd'hui, la Startup Academy, c'est plus de 3000 membres à travers le monde. Nous avons des membres en Allemagne comme Harry qui suivait le direct tout à l'heure. Nous avons des membres en Côte d'Ivoire, nous avons des membres au Burkina Faso, nous avons des membres au Togo. Je tiens à préciser que avant la fin de cette année, nous allons faire encore au moins 6 pays africains. Donc, nous avons le Togo qui est prévu, nous avons le Mali qui est prévu, nous avons le Sénégal qui est prévu, nous avons le Ghana qui est prévu, nous avons le Tchad qui est prévu, nous avons le Gabon qui est prévu. Et si vous faites partie d'un pays africain, vous souhaitez recevoir l'équipe de la Startup Academy, vous pouvez nous inviter ou alors nous pouvons organiser notre venue en partenariat. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est soit de me contacter en inbox ou alors d'écrire en commentaire ou de laisser vos coordonnées. Et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations pour que l'équipe de la Startup Academy puisse arriver chez vous. Parce qu'il y a de cela quelques jours, nous sommes rentrés de la Côte d'Ivoire, nous étions une délégation de 10 personnes. Parce que moi, je ne voyage jamais seul. Parce que je veux que vous puissiez comprendre que c'est un travail d'ensemble. Claudel n'est qu'une petite partie visible d'un iceberg qui est très grand. Et cet iceberg-là, je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui au quotidien donnent du meilleur d'elles-mêmes afin que nous puissions toujours continuer de croître de manière aussi excellente. C'est pour ça que chaque fois qu'on se déplace, on ne se déplace jamais seul. Donc, les délégations de Startup Academy, c'est au moins 10 personnes qui se déplacent pour montrer à quel point nous sommes en train d'évoluer ensemble. Nous ne voulons pas que les gens croient que l'Afrique n'a pas besoin de Messi. L'Afrique n'a pas besoin de héros. L'Afrique a besoin des Africains qui se mettent ensemble et qui apprennent à travailler ensemble pour atteindre des objectifs très grands et audacieux ensemble. Et pour ça, nous devons apprendre à rêver. Nous ne devons pas avoir peur de rêver. Le rêve, c'est gratuit. Et c'est ce rêve qui nous permet de pouvoir réaliser des choses excellentes et des choses extraordinaires. Pour terminer, si vous souhaitez bénéficier des services de la Startup Academy, que ce soit nos formations vidéo,
que ce soit nos formations en présence physique, que ce soit mes livres, si vous souhaitez bénéficier des produits sur mesure, si vous souhaitez distribuer nos produits, par exemple, comme la vitrine. Nous avons la filiale La Vitrine qui se charge de distribuer des produits. Si vous souhaitez distribuer nos produits ou alors si vous souhaitez que nous, on puisse distribuer vos produits, vous pouvez bénéficier de nos services. Je vais faire un coucou à la filiale The Factory. The Factory qui est dans le laboratoire de la Startup Academy. Alors, The Factory, pour faire simple, c'est une filiale qui est spécialisée dans la production de vos marques. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre sur le marché une marque de savon, une marque de produits de ménage, une marque de produits agroalimentaires, mais vous ne voulez pas vous casser la tête pour aller au laboratoire vous-même, acheter les intrants vous-même, acheter les packaging vous-même, mettre à l'intérieur, coller les étiquettes. Vous ne voulez pas vous casser la tête avec tout ça. Vous confiez tout le projet à The Factory. The Factory, qu'est-ce que The Factory va faire? The Factory va concevoir votre produit avec votre marque et vous donner vos produits clés en main. Vous aurez juste besoin de payer leurs prestations. Et maintenant, la vitrine va se charger de vendre même aussi vos produits. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir à la maison, vous prenez de l'argent, vous donnez à The Factory qui crée votre marque, vous donnez l'argent à la vitrine qui vend votre produit et qui vous fait juste un rapport pour vous dire on a fabriqué vos produits à The Factory, on a mis le stock à la vitrine et la vitrine vend vos produits sans que vous n'ayez besoin de bouger. Qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, nous le faisons pour vous. Ça fait partie des prestations de la Startup Academy. Je peux citer la Startup Training. Startup Training qui est spécialisée dans les vidéos, dans les photos, dans les reportages, dans les documentaires. Si vous voulez mettre en lumière votre projet, vous contactez la Startup Training qui va donc mettre ses équipes de vidéastes, de graphistes, de photographes, de réalisateurs pour pouvoir faire en sorte que votre projet soit raconté de la meilleure des manières. Je peux citer encore quoi? Je peux citer Startup Fitness qui fait dans le fitness. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait améliorer sa forme physique, si vous êtes quelqu'un qui voudrait utiliser la performance sportive de son corps pour être performant sur le plan intellectuel, performant sur le plan entrepreneurial, performant même sur le plan des affaires, vous pouvez utiliser les services de Startup Fitness qui vous suivent même à distance. C'est-à-dire que vous soyez au Togo, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Canada ou n'importe où, vous pouvez bénéficier des services de Startup Fitness. Startup Academy, c'est un écosystème qui me rend fier aujourd'hui parce que je suis fier de voir ces milliers de personnes à travers le monde qui s'identifient à ce que nous faisons et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que nous puissions progresser de manière incroyable. Je vais faire un coucou à Marie Edgar qui tient de main de maître les membres de la Startup Academy depuis la diaspora. Je fais un coucou à Patrick Guiffaut, l'homme de l'ombre qui conçoit tout ce qui est technologique à la Startup Academy, que ce soit notre application mobile, que ce soit l'application mobile de Sur Mesure qui va sortir très bientôt et notre plateforme en ligne, ou alors le site internet de la Startup Academy, ou alors toutes les plateformes qui sont en train de venir afin de pouvoir automatiser tout ce que nous sommes en train de faire. S'il faudrait que je cite tout le monde, le direct ne va jamais finir. Donc tout ce que je peux vous recommander, en fait, c'est de rejoindre la Startup Academy. C'est de rejoindre cette équipe de personnes folles qui réalisent des choses folles au quotidien, des choses qui nous permettent d'améliorer l'image de l'Afrique et qui nous permettent d'écrire une nouvelle histoire de l'Afrique. Parce que c'est à nous d'écrire notre futur aujourd'hui.